Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Photo, mais pas que. Aujourd'hui, on va changer de thématique, nous n'allons pas parler de voyage, même si quand même on va voyager, mais aujourd'hui nous allons parler photo, vraiment beaucoup plus photo, et particulièrement livre photo. Et donc l'invité du jour n'est pas n'importe quel invité, je suis très heureux de le recevoir, en l'occurrence le photographe Nicolas Raspienjas. Salut Nicolas. Salut Mathieu. Eh bien, enchanté. bienvenue dans le Nord. Merci. Bienvenue au studio, ici, donc chez moi. Ouais. Et donc, je suis très heureux de recevoir Nicolas aujourd'hui pour parler de la sortie de son livre photo. Et on va principalement parler de ce livre, même si dans cet épisode, eh bien, nous allons parler tout d'abord de Nicolas, nous allons parler de ta vie de photographe, et également, forcément, nous allons parler de son livre. Il va nous le présenter. Également, tu vas nous parler un petit peu des coulisses de la réalisation d'un livre photo. Et je pense que ça pourrait intéresser toutes les personnes qui souhaitent eh bien, faire leur livre photo, que ce soit pour une pratique purement vraiment amateur, pour sortir un joli livre, pour immortaliser ses voyages, ses souvenirs, etc. Ou comme toi, par exemple, pour un projet plus professionnel, beaucoup plus poussé. Et donc, tu vas nous faire ton retour d'expérience. Oui, et avec plaisir. voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a forcément parlé en amont. Ouais. Et tu as beaucoup de choses à nous raconter. C'est vrai. Donc, très heureux de te recevoir à nouveau, Mais merci, Mathieu. Nicolas. Et puis, les amis, jingle. Bien alors, les amis, nous allons commencer tout d'abord par nous intéresser à toi, Nicolas. Est-ce que tout d'abord, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tout simplement, tu pourrais te présenter, c'est-à-dire Nicolas par Nicolas? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Nicolas Raspienjas, alias Check My Dream. Photographe de paysage depuis maintenant une dizaine d'années. Je vis sur Clermont-Ferrand. J'ai fait mes armes sur le bassin Arcachon. Je suis notamment très passionné et motivé par tout ce qui est phénomènes rares, naturels, type les éclipses, les volcans, les aurores boréales notamment. C'est là où vraiment qui était mon point de départ. Et à côté, beaucoup de photos de paysages dans les pays nordiques notamment. Et maintenant, je m'aventure en Afrique. Voilà. Et on en aura sur le reste un peu plus tard. Oui, bien évidemment, on va y revenir. Et c'est vrai que beaucoup de photographes de paysages te connaissent, parce que t'es pas n'importe qui quand même dans le monde. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'apprécie énormément ton travail de photographe. Et il y a beaucoup de photos, on va en parler, des photos notamment qui sont à l'intérieur de ce magnifique livre. Il y a beaucoup de photos sur lesquelles moi je m'identifie en termes de composition, en termes de... par exemple, on en parlera, les textures, tout ça, ça me parle énormément. Avec plaisir. Voilà, mais en tout cas, je veux dire, et je sais que, par exemple, quand j'ai annoncé que on allait faire un épisode sur toi, j'ai plusieurs collègues photographes qui m'ont dit chouette, voilà, parce que t'es quand même t'es connu d'un certain nombre de personnes. Je parle identifié, le nom identifié. Identifié, et puis au-delà de ça, au-delà du photographe, il y a la personne. Oui. Et je pense que t'es apprécié par quand même bon nombre de personnes, parce que t'es une personne très sympathique. J'essaie. Voilà, mais c'est totalement une entre deux blagues. Voilà, exactement. Et donc voilà. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu de ton parcours photo, c'est-à-dire bien sûr. Depuis quand tout d'abord est-ce que tu fais de la photo? Alors en fait, vraiment, mon amour pour la photo, faut savoir qu'en fait, avant mes 30 ans, j'avais jamais fait de photo. Je m'intéressais pas, mais j'ai toujours eu une fibre artistique. Et c'est au détour d'un voyage en Australie où je m'étais acheté un petit compact, voilà, pour histoire de ramener des souvenirs. Et c'est là-bas où j'ai commencé à faire des photos. Et en pratiquant, vraiment, j'avais quelque chose une connexion qui se faisait quand je faisais de la photo. Et c'est à la fin du séjour, toute la fin là, j'étais perdu au milieu de nulle part ça s'appelle le golfe de Carpentaria en Australie. Et je me suis pas forcément posé la question, mais vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment tombé du ciel. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça. Une évidence, mais tu sais, vraiment, t'as une voix qui vient te parler, quoi. C'est assez, même, j'en ai des frissons, tu vas rien en parler. Et sauf qu'à ce moment-là, je n'avais jamais fait de photo de ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'avais un petit boîtier, un Sony RX7 pour situer, tu vois. Et j'avais juste mes photos de vacances, quoi, voilà, tout ça. Et en rentrant, j'ai dit, en fait, il faut que je fasse ça. Et après, en rentrant, en fait, sur le bassin Arcachon, j'ai acheté un peu de matériel. Ça, c'était en 2012, 2013. J'ai fait mes armes sur le bassin pendant à peu près un an ou deux, avec un 70D.
Donc voilà, et dans les clubs photo, shooter, essayer, réessayer, et apprendre, prendre des tutos. Et c'est à 2014 où là j'ai vraiment pris le pas, où j'ai pris la bagnole, acheté du matos et j'ai dit vas-y je file. Et là je suis parti en fait 6 mois en Laponie, donc depuis la France, je suis parti en 306 avec la voiture chargée. Et j'ai dit bon allez je pars chasser les aurores. Donc mon premier rêve, j'avais fait une liste, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de photographier, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de voir. Et ok, mais les aurores. Et j'avais jamais fait d'aurore, je sais pas la saison, je savais juste que c'était l'hiver. D'ailleurs, il y a plein d'anecdotes à raconter par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'avais fait un premier voyage en Islande en 2014, de quelques semaines. Et c'est là où j'ai voyagé avec Pierre, mon ami et associé avec qui je dirige l'agence. Et en fait, on était parti au mois de mai. Mais au mois de mai, il n'y a pas d'aurore en Islande. Tu vois, le genre de truc. Oui, il y a juste parti. On commence à avoir les macareux, mais. Voilà, je suis parti au culot. Voilà, ça me caractérise un peu ce truc d'y aller et puis de voir après ce qui se passe. Et c'est vraiment suite à ce voyage en Laponie, à l'hiver 2014-2015, que là, ça s'est embrayé. J'ai commencé à publier, créer ma page, faire mon premier article. Et puis après, en fait, voilà, depuis, j'ai pas vu le temps passer et j'ai pas arrêté, en fait, durant ces 10 dernières années, de poursuivre mes rêves. C'est clairement ça. Donc, dès qu'il y avait une thématique, un truc qui se présentait à moi, j'y vais. Voilà, je me souciais pas de comment, quoi. Après, entre-temps, ma technique s'est améliorée. J'ai eu plein de galères et plein de d'impondérables et de déconvenus, mais j'ai appris en fait. Voilà, j'ai appris sur le tas. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir livrer le fruit de mon travail et de mon évolution à travers ce livre. Parce que c'est vraiment, il y a une évolution. Et c'est pour ça que j'ai souhaité marquer les années sur le livre. On voit mes débuts. Très important. Alors pour les personnes qui du coup nous écoutent, puisqu'elles nous regardent. Alors si vous nous regardez, voilà. Donc là vous avez le livre de Nicolas, dont le nom. Chasseur de rêves. Voilà, la genèse. Voilà, la genèse. Ça revient sur les débuts. Voilà, et il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est, tu l'as dit, ton, entre guillemets, alias, c'est-à-dire ton nom de photographe, c'est... C'est lié à mon premier billet d'avion, en fait, que j'avais acheté, qui était marqué en anglais « Check my trip », qui se traduit « Suis mon itinéraire ». Et moi, j'ai traduit, parce que je voulais vraiment dissocier mon nom propre de mon nom d'artiste. Voilà, je voulais qu'il y ait mon nom d'artiste. Et en général, les photographes choisissent un nom et un prénom et gardent leur nom et prénom. Et moi, je voulais avoir un nom d'artiste et voilà, je me dis, check my dream, regarde mes rêves. Et un peu, regarde à quoi je rêve et je te dirai qui je suis. En fait, c'est un peu ça l'adage. Et voilà, donc j'ai gardé cet adage-là et j'en ai fait un livre, un chemin de vie carrément. Voilà. Et ça se ressent au niveau de tes photos, mais ça, on va en reparler parce que c'est un très beau livre où, enfin moi personnellement, quand je l'ai reçu et que je l'ai consulté, on sent, non mais c'est vrai, quand on regarde un livre photo, on sent derrière le regard l'âme un petit peu quand même de la personne qui est, c'est important. La patte. Et c'est pour ça que je te dis, moi j'ai ressenti beaucoup de parallèles par rapport à ce que j'aime faire, etc. Et ça m'a beaucoup parlé. C'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Donc voilà, mais super intéressant, donc check my dream. Hein, donc, voilà. Regarde. Mais Nicolas Raspiéjas, souvent les gens, d'ailleurs c'est un peu problématique dans les concours où les concours me demandent un nom et prénom. Et moi, des fois, j'insiste pour mettre check my dream parce que les gens me cherchent en tant qu'artiste check my dream et pas Nicolas Raspiéjas, même si on va me trouver au demeurant. Oui, parce que les deux sont liés. Voilà, les deux sont liés. Mais moi, quand je communique, c'est check my dream. Ma page et mon site, c'est check my dream. Voilà. Donc au départ, si je résume quand même, c'est ce voyage notamment en Australie qui a été le déclencheur. La révélation. Voilà. Sans encore une fois vraiment me dire où est-ce que ça allait mener. J'ai juste dit ok, il faut que je fasse ça. Comment, je sais pas. Juste qu'il faut que je fasse. C'était vital. En fait, ça répondait à un besoin, un appel, quelque chose de. Et ça c'est pas. Et je pense que quand tu fais les choses avec passion, tu le fais bien. Après, j'avais pas raisonné en termes de. Aujourd'hui, il y a l'agence. Voilà, j'ai ce livre, les expos. Mais au départ, vraiment, je suis parti, j'ai dit ma 306, le boîtier, et vas-y, on fait des photos, quoi, tu vois, vraiment. Et de là, en fait. Expérimental, on va dire. Ouais, le côté spontané, et puis j'y vais, et je vois ce qui se passe, et ça, c'est hyper important, justement, de ne pas raisonner en termes d'argent et de finalité, parce que sinon, ça vient, je pense, altérer la création, la spontanéité du projet, ouais. Pour ça que j'adore toujours, des fois, je vois un phénomène, quelque chose, une éruption, vas-y, j'y vais. Donc, et après, tu vois, t'as juste. Voilà, sur place, il y a toujours des galères, des impondérables, mais ça c'est le jus du voyage, et on aime ça d'ailleurs. Oui, et puis t'as énormément d'anecdotes. Ouais. On aura l'occasion. De faire un deuxième épisode. Voilà, avec grand plaisir, et parce que Nicolas m'a raconté quand même un certain nombre d'anecdotes qui sont. On a tous des anecdotes de voyage, et toi t'en as qui sont croustillantes. Et c'est pour ça que, en parallèle de ce livre-là, j'ai un second livre qui sort dans quelques jours, semaines. Attention, là on a une annonce. Ouais. Donc ça sera un carnet d'aventure où justement j'ai voulu relater les coulisses de mes voyages, de mes aventures,
Et en parallèle de mes photos, parce qu'effectivement, des fois, les gens voient les photos finies, mais ne se doutent pas derrière des fois, dans l'engagement ou des galères que ça implique. Bien sûr. Et ou même des fois, sans parler de photos, des vidéos ou des envies de projets que j'avais. Et donc, j'ai relaté, j'ai pris l'été, là, plusieurs semaines, là, pour écrire 4 histoires qui me sont arrivées, mais 4 histoires que je trouvais pertinentes aussi, parce que il nous arrive tous d'avoir des galères, un problème de voiture, machin. Là, il y a vraiment un début, un milieu, une fin, vraiment, limite, une consistance, tu vois. Et comme j'ai pas de photos de ces moments-là, j'ai demandé à une illustratrice, une aquarelliste, de se baser sur mes souvenirs et de venir illustrer mes aventures. Donc ça fait un peu bande dessinée, carnet d'aventure, qui va faire à peu près 56 pages. Et donc il y a 4 histoires, voilà, illustrées ou écrites par moi-même, illustrées par une aquarelliste qui va sortir qui va venir accompagner le livre. Et pour les gens qui aimeraient plonger, immerger un peu plus dans les coulisses de ma vie, voilà. Ah, et puis sur les photos, parce que Oui. c'est derrière chaque grande photo, il y a toujours de grandes histoires. Ouais. Et on en reparlera d'ailleurs sur notamment le choix de la couverture de ton livre. Ah oui, bah oui. Parce que là aussi, il y a moi quand tu m'as raconté les coulisses Cette photo. de cette photo, Ah ouais. j'ai les poils quoi. Non mais c'est vrai. Ouais. On a tous sur certaines photos, c'est pour ça qu'on a aussi des photos qui, au-delà de leur qualité purement visuelle entre guillemets, Intrinsèque, ouais. voilà, qui ont des qualités, enfin qui ont on a un rapport sentimental avec certaines photos, pour la simple et bonne raison que derrière il y a une histoire, et forcément, même si une photo est censée raconter une histoire, c'est pas une vidéo qui raconte tout un épisode, on va dire, c'est-à-dire qu'on voit pas forcément les coulisses. Donc bon, ça c'est intéressant. Alors, Ok. donc, retenez bien les amis, donc ce deuxième numéro, enfin ce deuxième Ouais. format qui arrivera, que tu nommeras Carnet d'aventure. voilà, carnet J'ai d'aventure. hésité à appeler carnet de galère. Mais bon, non, carnet d'aventure, Check My Dream, ce sera très sobre, très simple, et il sera disponible sur ma boutique, mon livre, mon site d'ici fin d'année, ouais. Voilà, fin Voilà. d'année. Là, il est imprimé au moment où je parle, on finalise la maquette et ça part l'impression la semaine prochaine. Donc ça ira de pair avec. Ouais, voilà. avec Bon, le après, on pourra l'acheter séparément, mais les deux pourront être associés. Et au départ, c'était réservé à mes coffrets collector. Et là, je me suis dit, ça pourrait intéresser des personnes. Voilà, ça viendra apporter de la consistance à mon récit. Parce que justement, les photos, c'est bien, mais moi, j'adore des fois lire les histoires parce que on se rend pas compte vraiment derrière de ce que ça Et implique. puis ça nous permet aussi Oui. moi je trouve derrière les histoires des photos, ça nous permet de mieux en apprendre aussi sur le photographe. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est aussi même dans la façon de shooter, dans l'état d'esprit, dans la démarche. L'endurance. L'endurance, bien sûr. Ouais, l'endurance ou la motivation, parce que des fois, tu as des visions. Moi, il y a des fois, j'en parle, je sais pas si je les bloque dans le livre, mais il y a vraiment, majoritairement, mes photos, je vais sur un spot à un instant donné et je fais la photo parce que la météo me convient, la lumière me convient. Et de temps en temps, il y a des photos. J'ai envie de faire des visions. Voilà. J'ai déjà le cadrage, j'ai déjà la lumière, donc la photo, la couverture. Ça, je l'ai imaginé 3 ans avant. Voilà, j'avais cette vision comme ça, et il fallait que je le fasse. Et si je le faisais pas, dans ma vie de photographe, j'aurais eu des regrets pour le coup. Tu vois, il faut, moi je parle. Bien sûr, bien sûr. Et donc il fallait que je la fasse. Après, comment y arriver? Et souvent d'ailleurs, le résultat est bien meilleur que la vision. Et parce qu'en plus, tu as une démarche qui est tellement. Ah ouais, moi je lâche rien. Ouais, c'est ça. Quel que soit le temps que ça prend, il faut aller au bout. Je trouve que vivre après avec le truc de j'ai pas été au bout et tout, c'est horrible. Il faut le faire à 200%. Ouais. Mais ça résume bien aussi ton état d'esprit, et ça se ressent aussi sur. On va reparler de cette photo, parce que, non, mais il y a quand même certaines photos où, vous voyez, on va parler de certaines choses, mais où c'est vrai que il y a des choses que tu as fait qu'on voit pas beaucoup, et quand on le voit, on se dit. Ouais, il y avait, je prends une parallèle pour les aurores. En fait, quand je m'intéressais à des phénomènes, donc les aurores, je prends le premier sur lequel je me suis attardé, moi je trouvais que les photos ne rendaient pas hommage au phénomène. Les photos des collègues que je voyais étaient cool, abouties, mais je pensais qu'il y avait mieux à faire ou quelque chose de différent à faire. Et j'ai appliqué cette démarche en fait aux photos d'éclipse. Sauf qu'il y a vouloir le faire et pouvoir le faire. Et photo d'aurore, c'était plus simple parce que le phénomène est plus récurrent et tu peux rester sur plusieurs semaines. Une éclipse. Ah oui, là, c'est clair. Enfin, t'as 3 minutes, une fois tous les 2 ans à l'autre bout du monde. Sauf si t'es dans un Concorde, on en a parlé, mais. Non, mais c'est improbable, mais c'est vrai que. Des passionnés. Voilà, des gens qui louent des Concordes. Enfin, à l'époque, il y avait le Concorde, c'est ça, des jets privés pour aller justement suivre la course de l'éclipse et faire des photos. Après, eux, ils sont plus dans une approche d'étude du phénomène. Ouais, c'est ça. Il y a l'aspect photo, mais maintenant, c'est l'étude du phénomène qui primait quand tu as dans l'approche. Mais tu as des gens vraiment qui sont tous dans notre manière, dans nos hobbies, et des gens qui dépensent et la photo en fait partie, je pense, parce que c'est quand même une passion qui peut être coûteuse et dévorante, mais il y a
voilà, il y a cet aspect investissement qui peut être prenant. Oui, sur le temps, Ouais. en effet. D'un point de vue, univers photographique, en quelques mots, comment tu pourrais résumer en tant que photographe? Alors, toi, Ouais. t'es principalement photographe Paysage. paysage, Paysage. exactement. Mais c'est tellement large, le paysage. Oui. Qu'est-ce que tu aimes photographier, en fait? Et bien moi, là, au départ, c'était du grand angle, typiquement, mais je pense que ma technique de photo évolue avec le matériel que j'avais aussi. Et au départ, pour moi, paysage, je pensais c'était grand angle, 16-35, classique, voilà. Le petit Et- 16-35 de 8 des familles. Ouais, F4, mais voilà. Ouais, non, mais peu importe, mais Par exemple. voilà, hein, bien sûr. Et en fait, ma technique a évolué comme matos. Et maintenant, l'optique que j'utilise le plus et où je fais le plus de photos, c'est le 24-105. C'est mon couteau suisse. Ouais. Et notamment, je fais de plus en plus de photos, j'appelle ça intimide, team landscape, où tu fais des cadrages serrés sur la glace, des textures. Sur des textures. Ah, j'adore. Ouais. J'adore. Ah, mais vraiment, c'est peut-être l'un Ouais. des trucs qui m'a le plus plu dans Ok. ton livre, les textures. Ouais. Et Ça, je trouve qu'en paysage, c'est tellement sous-coté. Non, oui. mais Oui. dans ce qu'on voit, Oui. parce que bien évidemment, il y a des photographes qui travaillent la texture, mais c'est que là, il y a quelque chose, et on va en parler du choix, ton choix éditorial sur ton livre. Ouais. Il y a des choses qui sont. Alors, moi, je vais faire ma petite sélection de photos quand même. J'ai fait ma petite Vas-y, fais sélection. ton marché. Mais non, mais j'ai fait. Vas-y. donc, Il a fait son marché. non, mais j'ai fait. Ouais, forcément, ok. il y a des photos qui nous plaisent, Oui, qui bien nous sûr. parlent, et il y en a certaines où. Oh, voilà. Ok. Et donc, il y a beaucoup de photos de texture, moi, qui m'ont beaucoup parlé. Oui. Parce que je trouve que sont des photos qui sont. Qui racontent des choses différentes. C'est très abstrait, en fait. Ouais. C'est près pour On moi y de la voit peinture. beaucoup Ouais. J'aime bien, souvent, il y a un côté un peu presque impressionniste, etc. Oui, oui. Et je trouve que c'est très poétique, là où, voilà. Pour moi, je trouve ça plus dur que, par exemple, tu vois, un grand paysage au grand angle, tu trouves un joli premier plan, t'as un beau ciel de fin de journée, ça fait une Bah, belle photo. La texture, faut la trouver, faut la photographier, faut mettre en valeur. Mais oui, je suis d'accord avec toi là, par rapport aux photos de paysage, entre guillemets, classiques où tu vas sur un spot, le cadrage est des fois limite tout fait. Tu vas pas réinventer l'eau chaude avec, t'as la montagne au fond, le premier plan Voilà, devant. c'est ça. T'es content de le faire. Et une fois que t'as fait ça, après, je continue à le faire. Mais des fois, tu vas aller chercher, d'ailleurs, surtout quand tu reviens sur les spots. Ouais, c'est ça. Tu vas re-explorer le spot. Et typiquement, là, la plage de Iceberg en Islande, ça a été ça. Au début, je suis allé en grand angle. Et une fois que j'ai passé 3 semaines sur place, au détour du Covid, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire différent? Et des des photographes qui n'aiment pas aller sur des spots connus, parce que ça a été fait, refait, ok. Et moi, je pense que c'est une très bonne approche, parce que justement, qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment tu peux le revisiter? Et ouais, Et ouais, bien justement, c'est d'où le fait de passer du temps sur un spot, et justement, de s'y imprégner carrément. Et c'est là aussi où on voit, à mon sens, hein, ça c'est très subjectif ce que je dis, mais c'est là aussi où moi je trouve on voit vraiment la patte du photographe. C'est que tu vas, donc on parle de la plage des glaçons là, à Diamond Beach en Islande. Ouais. Cette plage, il est certain que tu poses ton trépied. On parlait tout à l'heure avant, Ouais. on buvait un café, le fait d'avoir les pieds mouillés là-bas. Ouais. Mais typiquement, voilà, c'est la photo que tout le monde peut sortir. Par contre, il est vrai que si tu prends juste un glaçon, que tu fais une photo qui est un peu plus macro, où tu vas regarder ces formes là qui sont, on dirait des diamants. C'est incroyable. C'est pour ça que Diamond Beach, mais on dirait vraiment des diamants. Ouais. Et c'est vrai que c'est là où tu vas dire aussi, tiens, quel est mon regard de photographe? Est-ce que je vais sortir la photo que tous les photographes ont fait, avec le petit filet d'eau, machin, Voilà, classique. Ouais. ou est-ce que tu vas te dire, en effet, tu vas faire un truc plus macro, où tu vas te focaliser plus sur les détails, sur les bulles d'air dans la glace. Ouais. Enfin, voilà. Et là aussi, à titre purement personnel, je me reconnais beaucoup dans ta démarche. Je suis curieux de connaître ta sélection. Non, mais c'est. ouais. Donc, je les montrerai. Donc, pour les personnes qui nous regardent, je vous les montrerai. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous les décrirai. Ok. Alors, petite question subsidiaire avant de se focaliser un peu sur ton activité. Rapidement, avec quoi tu fais de la photo? Avec quel matériel aujourd'hui? J'ai un Canon 6D. Voilà, j'ai un vieux dinosaure. Mark 1, Mark 2? Eh ben jusqu'à pas si longtemps, parce que je me fais voler mon matériel 2 fois en quelques mois là, j'avais un 6D classique. Là, je suis passé au 6D Mark II. Et pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me suffit. Enfin, les photos, moi j'estime que tu changes de matériel à partir du moment où tu te sens frustré ou limité. Et le 6D, m'apporte déjà satisfaction. Et après, comme je suis quelqu'un de casse-cou et pas précautionneux sur le matériel, en fait, j'ai moins de... Un béton armé. Ouais, mais après, il est pas trop alcalisé, mais c'est surtout que j'ai moins de scrupules qu'un boîtier à 3000 €, à le foutre dans l'eau ou le foutre. Parce que le mien, enfin, les gens qui ont voyagé avec moi, le mien, il a fini dans l'eau plusieurs fois, il a fini après au four pour le faire sécher. Donc, c'est livré. Futur boîtier de Nicolas, si tu nous regardes, alors j'en ai prépare-toi parce que tu vas faire du sauna. Non, mais j'en ai un que j'avais cassé. D'ailleurs, j'en ai un que j'avais cassé suite à une éclipse d'ailleurs, parce que j'avais fait une photo d'éclipse en fait
plein quart, sans filtre. Et donc, ça m'a cramé le capteur. T'as cramé le capteur. Et j'ai une belle tache noire. J'avais, parce que maintenant, il a disparu, il s'est fait voler. Et le premier boîtier que j'avais, lui, il a fini dans un pot en résine que j'ai fait immortaliser. Donc, dans X millions d'années, il sera encore là. Tu vois, ça me sert de presse-papier. J'ai une presse-papier à 1500 €. À celles et ceux qui nous regarderaient dans le futur, voilà. Si un jour vous retrouvez un 6D dans un pot en résine, Voilà. celui de Par contre, n'achetez pas mon matériel, je vous le dis, parce qu'il est dans un état. Et après, niveau optique, donc tu parlais de 405. J'ai 3 optiques, le 16-35, 24-105, L4, les deux en L4. Ouais. Et le 100-400, j'ai le Sigma 4556. Ouais. Voilà. Et j'ai essayé en fait d'unifier au niveau des. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de couvrir les ranges de 0 à 400, voilà. Enfin, de 16 à 400. Et de diamètre pour les filtres, pour pas avoir à changer tous les 4 matins quand je mets des polarisants, des bagues et tout, même si je m'en sers pas beaucoup. Mais l'idée, c'est d'avoir 3 ranges d'optique et ça me suffit largement. J'ai un deuxième boîtier depuis peu, qui est aussi un 6D, mais classique. Là, donc le 6D Mark II maintenant avec lequel je shoot, et le 6D classique est défiltré en partie pour faire de l'astro. Avec dessus un 14 mm 1.8 Sigma. Et celui, c'est vraiment dédié aux aurores et à la photo de nuit, qui est une machine de guerre. En fait, pendant des années, j'étais réfractaire à dédier une optique et un boîtier à ça, et quand je vois la différence de résultat, j'ai dit ok, non mais c'est rien à voir. Ah ouais, c'est... Là t'as vu un bon qualitatif. Ah mais c'est impressionnant. Ouais, j'étais persuadé, même avec mon ami Pierre, on faisait des théories, on shootait des aurores à F8, F4, enfin voilà, et on avait des résultats, mais quand une fois que t'as shooté à 1.8, l'aurore n'est pas pareil. Ah ben ouais, non. Tout est affaire de lumière en photo. Donc déjà du matériel, on va dire somme toute classique, qui à l'époque était pro, enfin pour moi qui reste pro, mais qu'aujourd'hui tu trouves à d'occasion à 400, 500 €. Là, je viens de me rééquiper, donc suite à ce vol, et je me suis équipé pour 3500 €. Et en parallèle du matos photo, donc j'ai un drone, un Mavic 2, voilà, parce que je me suis mis au drone depuis 2-3 ans là, enfin depuis plus longtemps, mais vraiment de manière professionnelle, je dirais, de contenu que je publie, de vidéos que je fais, de photos que je fais, grâce au Mavic 2 Pro. Hein. Donc c'est un bon setup. Alors, donc, et c'est là où on parle beaucoup matériel aussi sur la chaîne, mais c'est aussi c'est ça que je trouve extraordinaire. Mais ça, moi, je passe mon temps à le répéter, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le dernier A1 Mark II à 7500 balles pour sortir de bonnes photos. Je pense. Et non, mais moi j'en suis convaincu, et c'est le fait de dire on n'a pas attendu d'avoir ces boîtiers-là pour sortir de belles photos, sachant que ce sont des boîtiers qui sont très capables. Et après, bien sûr que techniquement un boîtier plus récent, il va avoir une meilleure montée en ISO, il va avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez les photos, en fait, c'est qu'on se pose jamais, on se dit pas avec quoi a été fait cette photo. Et les photos, quand vous les voyez, vous dites juste. Voilà. Ouais. Non, mais moi je trouve ça fou, et c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce que beaucoup de photographes qui débutent, moi je reçois souvent des demandes de dire voilà, je voudrais commencer avec tel boîtier, des trucs qui coûtent cher, qui sont très récents, mais il n'y a pas besoin d'avoir. Bien sûr que on va avoir plus de facilité avec des capteurs qui sont plus permissifs, on va dire, mais c'est pas ça qui va faire la bonne photo, quoi. Et ça, c'est très important, je pense, de le rappeler. Oui. C'est de dire on sort un livre photo complet. Incroyable, avec un 6D, avec... Après, moi je suis chez Canon, et des gens qui vont être à l'aise chez Nikon ou Sony. Bien sûr. L'idée, c'est de prendre en main le boîtier. Moi, j'ai commencé sur un 70D, je me sentais à l'aise avec l'interface Canon, et je suis resté là-dessus. À terme, quand je verrai que les derniers boîtiers auront baissé de prix aussi, parce qu'il y a une course à l'armement qui est constante, et du coup les boîtiers maintenant on les trouve tous les 6 mois, c'est une espèce de ravalement, en fait, c'est une rotation, boîtiers, bien sûr. Donc, mais c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que je veux dire, ce sont des boîtiers qui en plus sont pas anciens, quoi, mais qu'on fait passer pour des dinosaures. Ah, mais moi quand je dis que j'ai un 6D, même au Pierre, des fois il faut la rigoler, il voit une photo, on pourra la voir, la photo, il me dit putain, mais ça a pique, bordel. Je dis mais mec, c'est un 6D, quoi. Ouais, c'est ça. Il me dit c'est pas possible. Et puis non, mais bien sûr. Après l'optique, il y a le boîtier, il y a ce que tu mets devant, parce que les deux vont de pair. Et d'ailleurs, de ce que j'en comprends, les boîtiers, les derniers boîtiers avec des résolutions assez conséquentes, apparemment, sont beaucoup plus contraignants au niveau de l'optique. C'est-à-dire que ah oui, il faut des optiques. Alors, ouais. Quand vous prenez les boîtiers à 45, 50, 60 millions de pixels, et ça pardonne moins l'erreur. Là, il faut des optiques de haut vol. C'est-à-dire que typiquement chez Sony, parce que c'est une marque que je connais bien, vous prenez un A7R5 à 61 millions de pixels, il vous faut que des optiques Sony GM pour optimiser le rendu, parce qu'il faut digérer ces millions de pixels. Et alors qu'un capteur à 20, 25 millions de pixels, il va... Enfin, optiques, il y a plus de tolérance, on va dire. Nous, on a des personnes qui nous demandent, enfin, j'ai des participants qui démarrent la photo, et je
je pense à une participante, Julia, là. Coucou Julia. Tu me vois. Julia, si tu nous écoutes ou tu nous regardes. Voilà, elle m'avait demandé conseil sur le matos et aujourd'hui elle est équipée exactement pareil que moi et d'ailleurs elle n'a pas prévu d'évoluer ou autre au-delà de sa pratique, elle se sent à l'aise avec ce qu'elle a et du moment qu'elle est OK avec le matos et qu'elle ne se sent pas frustrée, elle reste avec ça quoi. Et après tu vois effectivement pour changer si tu te trouves limité. Et je veux dire, à un moment se sentir limité avec un 6D, à part peut-être la montée en ISO. Et sachant qu'à l'époque, c'était quand même un des meilleurs boîtiers Astro. Et ça reste encore une belle machine. Quand on voit voilà, tu vois. Non, mais quand on voit et le traitement maintenant permet de faire des trucs. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en plus aujourd'hui, typiquement DxO par exemple, mais il n'y a pas que DxO, mais tu prends un pur RAW ou quoi, je veux dire, n'importe quel fichier, t'en fais un truc incroyable. Même le manque de résolution qu'on pourrait lui reprocher. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs qui génèrent. Faire de l'upscaling. Voilà. Donc, du coup, je fais quoi? Je peux même revenir à on disait, tu vois, je peux aller plus loin. Non, mais on peut, et typiquement, en plus, les logiciels type Puro sont meilleurs, typiquement, sur les boîtiers qui sont plus anciens, etc. Okay. C'est là où ça a toutes ses lettres de noblesse. Ah oui, c'est là où ça fait des chocs à pic. Hein, des chocs à pic. Mais ouais, non, mais bien sûr. Okay. Voilà, donc très intéressant, je trouve. Voilà. Et donc, gardez en tête, les amis, si vous voyez les photos, c'est de se dire, voilà, tout a été fait avec un 6D, etc. Et les photos, à nouveau, j'insiste, sont incroyable. Avant de rentrer vraiment dans le livre, une dernière question sur vraiment Nicolas le photographe. Parce qu'à côté, tu as quand même ton activité pro en tant que photographe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais dans le cadre de cette activité et notamment nous parler de ton agence que tu partages avec Pierre. Et donc je peux parler de Renardo et Peufinou. Donc c'est l'agence qu'on a montée avec Pierre, mon ami associé. Donc Pierre que j'ai rencontré en 2014 suite à ce voyage en Islande. On a sympathisé et on a fait un premier voyage ensuite en Laponie. Voyage en Laponie qu'ensuite on a transformé en voyage photo. Et au départ, ça devait être juste un circuit qu'on proposait une fois par an. Et ce qui est fou, c'est que 8 ans plus tard, on est là, on a une agence, on a plusieurs voyages, on part à l'étranger en Tasmanie, en Afrique. On a même maintenant un système de marque blanche pour les photographes qui aimeraient justement bosser mais qui n'ont pas licence. Didier Lanor, par exemple. Oui, Didier. Bonjour Didier. Salut Didier, si tu nous regardes, mais typiquement, je sais que Didier... on bosse ensemble. Vous bossez avec lui. On a d'autres photographes. Vous lui permettez de faire des stages en autonomie et d'avoir cette licence. Exactement, parce qu'on a beaucoup de photographes et nous, on était dans ce cas de figure au départ où en fait, on n'avait pas les moyens ou ni l'envie d'avoir une licence, parce que c'est quand même contraignant, c'est un coût. Et on était passé par une agence nous-mêmes de voyage et on s'est dit ok et donc tu fais un système de rétrocommission. Et après quand on a vu que ça prenait de l'ampleur nos séjours, on s'est dit pourquoi pas se lancer. Et donc on s'est lancé et si bien que pris dans l'engouement, le temps de se roder et on a vu qu'en fait il y avait un vide pour les photographes qui ont envie de faire de temps en temps un week-end, de proposer un stage, un voyage photo et sans avoir tout l'aspect paperasse organisationnelle à gérer, la licence et tout, parce que nous, les obligations, et puis financièrement, il faut répondre là-dessus, parce que nous, on a dû mettre des contreparties financières. Et donc, une fois que tu as passé ça, on s'est dit, on peut proposer quelque chose à d'autres photographes. Donc après, on s'est bordé avec une avocate spécialisée en droit et tourisme pour faire des contrats cadres, un truc bétonné. Et après, aujourd'hui, on propose, Didier fait de la photo de paysage, mais en fait, ça s'adresse à tous les photographes. À partir du moment où dans leurs prestations, il y a un package où il y a l'hébergement, du transport et ou de la nourriture. À partir du moment où tu as 2 des 3 aspects-là, tu es obligé d'avoir une licence. Que tu partes pour 1 nuit, 3 nuits, à l'étranger, en France et tout. Et donc, pour travailler simplement, on a proposé un contrat cadre où le photographe reste maître de son séjour, de ses clients. Et nous, on vient apporter un cadre légal et on s'occupe que de la partie réglementaire et encaissement. Et après, le photographe reste maître sur place de où ils vont, quand ils vont. Là, ça lui permet de se protéger, d'avoir... Et travailler sereinement. Et nous, après, à côté de ça, on apporte aussi notre expertise, notre expérience. Mais c'est marrant aujourd'hui que ce soit nous qui conseillons des photographes qui nous-mêmes, je pensais pas un jour avoir le faire, tu vois. Et c'est génial. Ouais, mais c'est de l'expérience. Et c'est génial. Parce qu'avec Pierre, vous avez construit cette expérience que vous entendez très très bien, que vous avez donc votre agence. Renardo et Peufinou, voilà. Donc que vous faites vous-même vos accompagnements. Oui, c'est nous et nous-mêmes, les seules personnes à qui vous aurez affaire, c'est Pierre et moi-même. Et alors qui est Renardo, qui est Peufinou? Il faut deviner. Ah ben non mais c'est facile. En fait, le jeu c'est de deviner qui on est, mais en général, la plupart du temps, les gens y arrivent. C'est par rapport à notre
Bon, je dis physique, oui. Mais oui, bah, Pierre a un grand nez. Bah. Bon, après, Moi, j'ai une tête de... Voilà. Et puis après, même, je pense, en termes de comportement, Pierre est plus discret, donc comme un renard. Tu oui, vois. c'est quelqu'un d'assez calme. Moi aussi. Ouais, mais non, Non, je rigole, non, non. mais je veux dire, tous les deux, vous êtes Oui. très sympathiques. Et mais ce que je veux dire, c'est que Pierre, il est Plus posé. voilà, ce que Plus je veux dire, posé. c'est posé, ouais. Et moi, il me cadre. Alors que le Puffinou, voilà. Bon, mais je sais pas si t'as déjà vu un Puffin atterrir sur une falaise. Ah si, c'est ouais. Ça s'écrase. T'as Ah oui, l'impression ça qu'il va s'écrase. mourir à chaque fois. Moi, ce qui m'éclate le plus, c'est Mais il survit. ouais, puis le Puffin, quand il creuse son terrier, c'est un vrai castor, quoi. Je veux dire. Ah oui. Non, mais c'est pour ça, c'est un petit animal où tout le monde se dit, oh, il est trop mignon, mais en Non, fait, t'inquiète, le truc, il vit en mer, il prend des tempêtes dans la tête. ce sont des Sacrés animaux. des sacrés animaux. Ils sont tout petits. C'est tout petit, un macareux, c'est très léger. Oui. Mais C'est sont des animaux qui sont très amusants à observer, Ouais. parce que très dynamiques, et puis surtout, moi j'ai un peu des pirates. Moi je les vois un peu comme des pirates, en fait. C'est vrai. Tu vois, tu leur mets un petit chapeau, Ouais. un banderole et un perroquet sur l'épaule. Et en avant, quoi. Ah, en avant, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des surnoms. On s'est affublé de ça à notre premier voyage en Islande. Voilà, c'est comme un tel s'appelle. On s'affuble de surnoms. Et c'est resté, du coup, pendant des années, on s'affublait comme ça pendant nos voyages. Et quand au moment où on a voulu lancer l'agence, on s'est dit, mais comment on va l'appeler? Et je sais pas, moi, je ne voyais pas appeler Voyage Photo XY encore. Donc, on s'est dit, mais attends, mais pour se démarquer, tu vois, comme n'importe quelle marque, après tout, pourquoi ne pas s'appeler Renardo Puffinou? Et donc, aujourd'hui, Renardo Puffinou, c'est identifié. C'est votre image. Ah ouais, c'est votre. ah ouais. Ouais, Et bien sûr. puis, alors, c'est moins évident en termes de référencement, parce qu'effectivement, Google, lui, s'en fout de Renardo Puffinou. Oui, c'est par rapport, bien sûr, à ce que Et ouais, non, mais c'est un vrai choix de placement. Bien sûr, Mais par contre, en termes d'identification, les gens, tout de suite, clac, ça les interpelle. Et après, ils vont sur le site et. Mais c'est exactement comme toi ou même moi. Oui. Genre, sur les noms, Check My Dream, moi c'est NoCab. Oui. C'est pas Nicolas Raspajas ou Mathieu Bachon. C'est vrai que tu vas pas deviner que c'est la photo. On va dire que Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes, c'est leur nom, leur prénom. Ouais. En termes, il est vrai, de référencement pour Internet, Ouais. c'est un choix qui est risqué. C'est audacieux. C'est audacieux. Voilà. Mais par contre, Au long terme, c'est payant. voilà, parce Au que début, c'est une marque, c'est une image de C'est marque. Et typiquement, votre agence, c'est pas juste en effet Ouais. truc photo XYZ. Non. Bah, après, le jour où on va arrêter, il faudra soit la personne change le nom, ou soit on trouve des gens qui vraiment sont dans la même mouvance que nous, tu vois. Et c'est ça aussi. Par contre, t'es lié à ton image. Tu peux pas. Moi, un jour, je vois pas CD Check My Dream, par exemple, pour le coup. C'est vraiment bien sûr, propre. bien sûr. Mais l'agence, pourquoi pas, tu vois. Donc, on a créé cette agence. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on s'éclate, on est maître de ce qu'on fait, de où on va, quand on y va. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un à côté. Pierre, il a son activité de pilote pro. Moi, j'ai mon activité de photographe et aussi de gérant de SCI. Et en fait, la photo, en fait, du coup, on n'est pas soumis à cet aléa financier de devoir remplir des voyages ou faire des voyages pour en vivre. Et ce qui fait que du coup, on part où on veut. Quand on a fait des voyages avec 2 participants, on se dit, on s'en fout, vas-y, on y va. On a envie de le faire. Oui, il y a ce côté plus passion. Il faut que ça reste. Non, mais ouais. bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cet impératif économique. Ouais. On le regarde, bien sûr. mais moins que d'autres agences où eux, ils ont des taux de remplissage, des machins, des si. Et du coup, on a tiré vers le haut parce qu'on est systématiquement 2 encadrants pour 6 à 8 participants. Et en fait, on peut aussi. Donc, il y a 2 visions, 2 approches, 2 fois plus d'énergie à mettre dans un stage photo qui peut être très prenant. Donc, et ça marche. Et aujourd'hui, on a vraiment une clientèle de participants, de fidèles, de chez fidèles, des gens qui ne. À la limite, ils sont presque à nous demander quand est-ce qu'on repart. Mais les gars, attendez, il faut faire les repérages, le programme. Laissez-nous déjà à la maison. Laissez-nous. Des fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc là, on a pris le projet jusqu'en 2026, 2027. Tant mieux. Ah oui, non, mais on a des stages, littéralement. On lance une date. On lance juste la destination. Les gens n'ont pas le prix, n'ont pas le programme. On y va. Ouais. Vas-y, on y va. Ouais, des fidèles. Ouais, ils nous font confiance, ils aiment le format, le programme, notre façon de faire. Puis parce qu'on est très complémentaires. Voilà, et puis il y a aussi le fait que, au-delà d'une destination, c'est aussi le fait de partir avec des gens que ces personnes-là apprécient. Oui. Parce que tu vois, c'est de dire, pour quelqu'un qui prend un accompagnement photo, c'est avant tout, vous choisissez une destination parce qu'elle vous plaît, mais c'est aussi et surtout que vous avez envie de partir avec des gens avec qui vous allez bien vous entendre, qui vont bien vous conseiller. Mais avant tout, pour quelqu'un qui part, c'est aussi des vacances. Donc il faut que ces vacances soient agréables et qu'on ait envie de partager un certain temps. Voilà, c'est ça. La photo, voilà, on est réunis autour d'une passion et nous, on est là pour qu'en fait les personnes puissent s'émanciper, pratiquer, apprendre.
Et nous, on leur facilite la tâche, en fait, en termes de logistique, de logement, de transport. Et à côté, justement, de pouvoir porter nos connaissances acquises sur le terrain pour les amener au bon endroit, au bon moment, selon les aléas climatiques. Et puis là, voilà, ça marche. La preuve, c'est qu'on est là et qu'on est même. Moi, je pensais pas un jour dire on montrait une agence et qu'on vendrait, on proposerait notre programme ou notre comment, une licence à d'autres photographes. Et ça marche. Et donc, c'est que voilà, on a senti le truc. Voilà, on s'y est mis et puis on vraiment de rester dans cette passion-là, de faire ce qu'on aime. Ça, il y a un côté. Ouais. Même si des fois, il y a un pendant où il y a faire ce qu'on aime et puis il y a répondre un peu à ce que entre guillemets, le marché cherche, parce qu'il y a des voyages, par exemple, qui n'ont jamais pris. On a un trek photo dans le Sarek, qui est un endroit incroyable en Suède, qui est de la niche, parce que c'est très engagé, mais ça n'a jamais pris. C'est trop, voilà. Donc, il y a ce qu'on veut faire, et puis il y a ce que les gens recherchent aussi. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux. Parce que nous, du moins qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, on est sûr que sur place, a priori, les gens qui vont être avec nous vont le sentir. Ça va transpirer. Et voilà, et c'est important de s'éclater. Donc, à faire ce qu'on fait, parce que les gens le sentent et voient qu'on n'est pas blasé de faire ce qu'on fait. Donc, il faut toujours regarder cet émoustillement au fil des années. J'aime bien le mot émoustillement. 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 Je sais même pas si ça se dit, tu vois. Émoustillé. Là, ça commence à... Ça va qu'on monte en température. Voilà. Ouais, carrément. Là, c'est en train de monter. Ok. Merci beaucoup pour ça nous permet pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, oui. D'en apprendre plus sur toi et du coup de pouvoir entrer dans ce magnifique livre sur lequel on va commencer à rentrer un peu plus en détail. Donc la première chose, c'est tout d'abord, on va commencer par le commencement. C'est tout d'abord donc c'est un livre photo. Combien de pages? 156. Voilà, vous voyez, c'est très, très précis. Vous voyez, ça fuse. 136 images, 156 pages. Voilà. Le nombre de pages, est-ce que c'est une question? Pourquoi 156 ou pas? Non, est-ce que justement, est-ce que c'est choisi? Ouais, je pense que vu le format qui est 30 par 30, je pense qu'à un moment, si tu fais pas un livre d'au moins 140, 150 pages, ça peut faire vite plaquette, tu vois, un truc. Donc, je pense qu'il y a un nombre de pages minimum. Il y a un nombre aussi d'images que je voulais mettre, voilà, sans faire fourre-tout non plus. Donc, sachant que tu es obligé de respecter un multiple de 4 quand tu fais un livre photo, faut le savoir. Ah oui, parce que alors là, justement, on va vous en parler, parce que toutes les contraintes éditoriales. Il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Voilà, via l'imprimerie, donc tout ça, on va en parler. Donc il y a des contraintes. Il faut que ça soit ton nombre de pages soit un multiple de 4 et qu'après, que ça soit cohérent au niveau de la mise en page. Moi, on l'a dynamisé avec la graphiste, avec des histoires, avec des panoramiques, et donc il fallait que ça soit à peu près cohérent dans cet aspect-là. Donc 156 pages, ce qui se fait à peu près, c'est la moyenne. Il y a des collègues qui font un peu plus, d'autres un peu moins, mais je suis dans, on va dire, la moyenne. Voilà. D'accord. Bon. Donc, c'est toujours là où, à nouveau, c'est un livre, comme à chaque fois, c'est comme une expo, on fait des choix. Donc là, déjà, il y a le nombre de pages. La couverture. Donc, la couverture, donc le livre, et là je m'adresse surtout pour les personnes qui écoutent, tout le livre est d'un point de vue extérieur blanc, d'accord, avec une magnifique photo en couverture, qui est une photo, on va en reparler, qui est quand même symbolique de mon travail. Voilà, et qui n'est pas choisie au hasard. Donc ça, on va y revenir après. Chasseur de rêves. Alors, est-ce que c'est lié à Check My Dream? Oui, parce que c'est un peu, je l'explique un peu en substance dans le livre, en prélude. C'est un peu la voie que c'est la voie que j'ai choisi d'emprunter il y a une dizaine d'années, quoi, à savoir de vivre mes rêves et les partager au travers d'images et d'histoires. Voilà. Donc et pourquoi chasseur? Mais comment tu l'as, enfin, Ah mais et c'est là où moi je trouve la photo. Alors la photo de couverture. Donc est-ce que Nicolas, parce que c'est ta photo, est-ce que tu peux, pour les personnes notamment qui nous écoutent, est-ce que tu peux la décrire? Donc on voit en fait une personne se tenant avec un bâton tel un pèlerin sur une colline, une montagne, une falaise, faisant face et contemplant une éclipse totale. Qui est quasiment totale d'ailleurs. On appelle ça le Diamond Ring. C'est le moment juste avant la totalité. Et il y a un aspect limite biblique. Et d'ailleurs, c'est la photo que j'aurais rêvé de faire depuis des années et que j'ai mis en couverture parce que c'est vraiment qui représente actuellement mon travail, l'aboutissement, voilà, de choses, de vision.
Donc, si je devais Sachant en garder que- qu'une, ça serait celle-là. Ouais, et puis, Voilà. et en même temps, là, moi, je veux vous dire, je comprends. Et surtout parce qu'il y a ce côté, quand tu me l'avais montré cette photo la première fois, moi, je t'avais dit immédiatement, dans mon imaginaire, j'entends la musique de Dune. Oui, les film. coloris, ouais. Ah, Ouais, ouais. Le truc, ça fait un monde très désertique, Oui, très chaud, parce que la photo a une température plutôt chaude. oui, très chaude. Ouais. Et ça, on va en reparler juste après. On en reparlera justement Ok. par rapport à d'autres photos. Oui, Parce que tu as le des choix. histoires là-dessus, voilà, notamment par rapport aux éclipses, sur le choix de la température des photos. Mhm. Toi, là, en l'occurrence, et moi, ça me parle beaucoup plus d'avoir cette température assez chaude. Et surtout, la personne qui se tient debout, Ouais, Marie. Marie, qui est Marie. Marie, c'est la jeune femme qui a voyagé avec moi en Oregon et qui m'a accompagné, qui au départ, en fait, c'est marrant parce qu'elle s'en foutait de l'éclipse. Vraiment. Et elle avait vu mon annonce sur un forum de voyage et je disais que j'allais faire ci, faire ça et que j'avais visé l'éclipse du 21 août 2017. Voilà. Et donc, elle m'a accompagné, on a fait un trip en Oregon et on a fait aussi des repérages. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas ce que c'était une éclipse, elle n'avait jamais fait. Voilà, donc elle m'a aidé elle dit ok, je t'aiderai à faire la pause et à être modèle. Et donc pendant des jours en amont, on a fait les repérages, les calculs, les machins, etc. Mais moi-même, je n'avais aucune idée du résultat. J'avais juste une idée du résultat de ce que j'escomptais. Puis il y a aussi ce qui est dur dans ce moment, enfin dur, le challenge, parce qu'il y a vivre l'éclipse. Moi, c'était ma première éclipse totale à vivre. Et le fait d'arriver à le retranscrire en photo. J'avais pas les réglages en tête, j'avais pas le temps de. Oui, il y a l'intention Ah ouais, et il y a la réalisation. Ah ouais. Et c'est deux choses très différentes. Et ouais, donc, bien sûr. il y a des moments, parce qu'il faut imaginer que l'éclipse, en fait, la lumière décroît très, très rapidement et que, du coup, tu es constamment en train de revoir tes réglages. Et sauf que, du coup, il y a l'émotion procurée par l'événement et l'intention de pouvoir retranscrire l'événement. Et donc, je me vois à un moment, au début, là, la séquence là, qui dure 2-3 minutes, de pas arriver à faire les photos que je voulais. Et me dire, ok, on souffle un coup. Ouais, là, t'as pas le temps d'avoir le temps. Et en fait, il faut t'imaginer qu'entre chaque photo, ta lumière baisse de 2 diaphragmes. Oh, c'est énorme. Ouais. Donc, sachant qu'une photo dure 1 seconde, 2 secondes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu dois anticiper, clac, 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 clac. Bon, ça, j'ai découvert sur le tas, tu vois. C'est pas quelque chose que tu apprends dans les tutos. Oui, on va dire Ouais. que c'est pas des tutos YouTube pour Ah, photographier une éclipse. Non, ouais, non. Bien sûr, Et, bien sûr. et moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'en amont, j'avais fait 2 éclipses où j'ai, je vais dire trompé, non, j'ai appris. Où j'étais pas dans la zone de la bande de totalité, où j'étais pas, l'éclipse était trop haute, où c'était pas une éclipse totale. En fait, tu vois, j'ai appris sur le tas. Voilà. Et Oui, parce que là, c'est très spécifique hein, Ah oui. comme type de photographie. Quoi. Moi, souvent, on voit des photos d'éclipse où tu as l'éclipse elle-même. Voilà. Et moi, je trouvais ça trop banal. Donc, je voulais apporter quelque chose d'autre. De l'astre, en fait. Oui, C'est beau. Un décor, il faut une histoire. Voilà. Et moi, je voulais rajouter un humain ou à minima du paysage. Sauf qu'il y a, encore une fois, il y a l'imaginer et après la réalisation. Et là, ça a été tout un challenge. Là, on voit la photo finie qui est le résultat de 3 ans de travail. Donc, il y a eu 2 tentatives en amont, une en Islande en 2015, une à La Réunion en 2016, et donc l'Oregon où ça a matché. Mais pareil, je m'étais dit, mais ça se trouve, je vais pas réussir. Je vais peut-être revenir bredouille. J'aurais appris, et peut-être que ça m'aurait servi pour la prochaine. J'ai dit, merde, non, faut que j'y arrive, quoi. Il faisait beau, le spot était là, tout était réuni, quoi. Et donc, après, il y a des impondérables, tu vois, c'est être au bon endroit au bon moment, donc tu réunis les ingrédients pour. Et des fois, il manque le détail ou le truc qui fait que. Et puis, ouais, j'avais pas cette connaissance en amont. Maintenant, j'irais à une éclipse, j'irais shooter à main levée, tu vois, ou vraiment serein. Ouais, parce que tu as l'expérience. Et oui. Tu as ce retour du savoir-faire. Exactement. Où tu as appris tes erreurs. C'est ça. Parce que c'est très spécifique et très technique aussi comme type de prise de vue. Ouais, et surtout que tu es censé à la base shooter avec des filtres et tout pour éviter justement, comme moi je l'ai fait, de cramer le capteur. Mais j'ai dit non, moi je veux rien à faire. Je veux la photo. Accroche-toi le 6D, tu vas chauffer. Ouais. Donc, Et alors là, par exemple, sur cette photo, pour qu'on s'en rende compte, t'es à quelle focale? Alors putain, l'histoire en plus, ce qui était fou, c'est que donc j'avais un 70-200 avec un doubleur. Et j'avais loué à l'époque, c'était aux États-Unis, donc c'est l'éclipse du siècle aux États-Unis, donc j'avais voulu louer je crois un 400 mm ou un 600 mm, c'était trop gros, ça faisait trop de contrepoids. En plus, j'avais un petit trépied de voyage, j'avais pas la bague qu'il fallait, donc du coup tout était voilà, il y avait c'était pas stable du tout, donc j'ai dit non, je vais enlever ça. Et donc j'ai shooté avec un 70-200, sauf que le matin même de l'éclipse, alors,
J'avais une vis c'est bloqué. J'étais bloqué à 110. Je sais pas ce que c'était, pourquoi. Et je pouvais pas tourner la focale. J'étais bloqué à 110. J'ai fait fuck. Ah, mais non, c'est pas possible. Donc j'ai forcé, j'ai cassé la vis. Une petite vis je sais pas ce que c'est de capotage ou autre. Et donc j'ai fait ma photo. Après, je me suis rendu compte que c'était pas grave. J'ai rien cassé l'optique et tout. Mais voilà, j'étais non, je rentre pas. Donc j'ai fait la photo au 110 mm. Aujourd'hui, je conseillerais un 100-400, voire un 600 mm. Parce que la photo qui avait été croppée était de moitié là. Là, en fait, Marie se tient, elle est quasiment à 300 mètres de moi. Ouais, oui. Très, beaucoup plus. Ah oui, pour donner une inclinaison, il y a 40 degrés. Voilà. Non, mais c'est là quand même, parce que là aussi, pour le cadrage, le positionnement. Et oui, on a des jours de repérage en amont, à l'heure donnée, en disant, OK, le soleil sera là, où est l'ombre, où est-ce que je me place, quelle est le scène. Donc, on avait fait des timings. OK, spot 1, tu te mets comme ça, spot 2, tu te mets comme ça, spot 3, tu te mets comme ça. Et je lui dis, bon, donc par talkie-walkie, je disais, Marie, OK, mets-toi en place, spot 1, ça marchait pas. Spot 2, non, marchait pas. Et puis, il y avait au départ, j'avais ces fameux filtres-là qu'on conseille de mettre pour éviter justement de cramer le capteur. Et à un moment, j'ai dit, non, mais c'est dégueulasse le rendu. Moi, je veux pas ça. C'est vraiment les photos, c'est horrible. Je les ai mis d'ailleurs sur un article sur notre blog, sur le site Ronaldo Peufinou, où j'explique l'histoire et justement toutes les convenus, les réglages ou autres. Et je vous mets, les amis, dans la description, je vous mets directement le lien vers cet article. Un article que tu m'avais envoyé, que j'avais lu, qui est super intéressant. Voilà. Et où vous apprenez vraiment toutes les coulisses de cette image. Voilà, de cette image, on en parlait dès le départ, les images ont des histoires. Et là, en l'occurrence, quand on sait tous les tenants et les aboutissants, c'est là où on se rend compte que c'est pas juste une photo, quoi. C'est que derrière, il y a énormément de préparation, et puis c'est surtout que c'est un peu, comme tu disais, c'est un peu la photo d'une vie, quoi. Ouais, si j'ai d'autres visions comme ça, ou sur d'autres phénomènes, est-ce que je vais y arriver? J'y arriverai pas, mais en tout cas, j'ai envie de tenter, voilà. Donc là, j'ai d'autres idées en tête pour l'éclipse de 2026. Maintenant que la compétence est acquise, t'as envie de t'aventurer. Et ouais, mais les trucs, par exemple, un truc tordu, j'aimerais tenter, c'est du stacking sur une éclipse. C'est-à-dire que je vais faire une photo de mise au point, il y aura un sujet devant, très proche, et l'éclipse serait loin derrière. Et ça, c'est bon. C'est-à-dire que... Ah, puis là, il faut aller vite. Hein. C'est-à-dire que là, en plus, tu as peu de temps. Ah oui. Et pour le stacking, là, il faut vraiment. Oui, là, faut que tu arrives à des croix et tout. Il faut être sûr de ton cadrage et tout. Donc, c'est des trucs comme ça que j'ai envie de m'essayer. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est le genre de photo, pour le coup, qu'on ne voit pas. C'est de l'expérimentation. Mais en même temps, ça s'explique parce que c'est tellement rare le phénomène. Là, tu vois, ça va faire maintenant. La dernière que j'ai faite, c'était en 2019, en Oman. Et entre-temps, il y en a eu d'autres, mais qui n'étaient pas. C'est pas parce qu'il y a une éclipse que je vais la faire. Il y a aussi des paramètres que je vais tenir compte. C'est l'inclinaison dans le ciel. Il y en a eu en Patagonie il y a eu quelques mois, mais elle était à 70 degrés. Donc, où tu places ton sujet à 70 degrés, tu vois. Donc là, maintenant, je vais privilégier des éclipses qui sont entre 10 et 30 degrés au-dessus de l'horizon. Oui, que tu puisses avoir casé un sujet, un paysage. Un endroit accessible, parce que des fois, il y en a qui passent en Alaska, un endroit perdu. L'autre, il y a la météo aussi, quel moment de l'année. Là, il y en a une donc, ce mois d'août 2026 en Espagne, le 14 août. Je pense que tous les astrophotographes vont y être, ça va être la folie. Alors tu m'as dit qu'en plus, et tu m'avais donné une ressource pour regarder ça, mais le fait qu'aussi qu'elle allait passer en Islande, oui, notamment sur la péninsule de Snæfellsnes, voilà, ouais, pour ceux qui s'intéressent. Voilà, mais alors là, d'un point de vue paysage, c'est incroyable, mais la vraie météo. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes le Kirchhoffsfeld avec l'éclipse, voilà, au lever de soleil. Ouais, là, il y a un truc, mais, il faut voilà, mais la météo, en Islande, mois d'août, c'est un peu même pas pile ou face, quoi. Non, mais ça se tente. Dirons-nous que c'est qui tout double. La récompense, c'est la hauteur de l'audace, du risque. Moi, j'aime bien. Voilà, donc. C'est là où derrière, c'est aussi ça la photo, notamment de paysage, c'est que on aura beau essayer d'avoir tous les alignements, il y a beaucoup de préparation. On sort pas un cliché comme ça là. Enfin, toi-même, tu le disais, c'est plusieurs jours de préparation. Je veux dire, c'est très contrôlé comme type de photo, mais pour autant, il y a toujours une variable d'inconnu, de météo, de chance, tu vois, de la petite vis qui casse les pieds sur le petit cliff. Voilà. Qui vient rajouter du piment, du sel à l'histoire, quoi, tu vois. Mais qui derrière fait que des années après, tu peux le raconter et tu te revois. Et puis ce matin-là, donc, on avait parlé rapidement quand j'ai croisé, pour ceux ou celles qui connaissent Michael Shanbloom, l'américain, là, qui est mondialement connu, enfin, c'est une sommité. Moi, je l'ai croisé sur le sentier qui était derrière la colline, là. Il était au même endroit.
Ah ouais, à 100 mètres. Il était avec son équipe, il y avait Andrew Studer, peut-être que tu connais. Ouais. Mais, alors, et d'ailleurs, sur l'article de blog, Oui. sur ton blog, il y a les photos de ces deux photographes. Voilà. Et alors, j'ai dit la même chose à Nicolas quand il me l'a montré et qu'on était en visio, qu'on en discutait. Moi, je préfère vraiment ton choix artistique que tu as fait par rapport à leurs photos. Et je trouve que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cet aspect un peu presque, comme tu disais, biblique. Contemplatif. Voilà, avec, tu vois, le bâton. Et, Oui, le pèlerin. Ouais, c'est ce que j'avais cette idée. C'est comme ça où tu mets le. En fait, nous, on est des êtres contemplatifs, des rêveurs. Et tu mets pour nous, le soleil, comme. Bah, pour moi, je le mets à cette place-là. C'est là où je le vois. Et nous, on est en dessous. Tu vois, et les Américains. Le soleil, c'est la lumière. Oui, donc je regarde vers le haut. Enfin, voilà, moi, j'avais cette vision. Après, ils ont une vision différente. Et parce qu'ils sont américains, je sais pas. Non, mais après, c'est aussi c'est une question artistique, quoi. Oui, c'est un choix. Mais alors, leurs photos sont super, hein, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que une photo, elle nous procure des sensations, elle nous procure un sentiment, des émotions, etc. Moi, là, quand je regarde la photo, c'est vrai que, tu vois, en plus, c'est là où ça colle bien avec le livre Chasseur de rêves. Bah, c'est vrai que par rapport à ce que tu décris ou quand on en apprend plus, toi, sur ta vie de photographe, c'est là où, typiquement, là, la photo, elle résume ma vie. Vraiment. Ma vie. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ça. Tu vois, chasseur, je te dis, avec je sais pas, c'est quoi, c'est un bâton? Non, alors, ce qui est marrant, c'est un stick en bois. Et vraiment un stick, on a déjà une lance, quoi. Tu vois. Ouais. Bah, au départ, en plus, pour la petite histoire, j'avais autre chose en tête. J'avais fait une mise en scène où, en fait, je savais que ça allait être noir. Tu vois, j'imaginais ce cercle de feu. Et je voulais mettre Marie sur un escabeau. Attention. Marie sur un escabeau avec une ampoule. Voilà. Genre, tu viens changer la lumière, tu vois le truc. Tu peux imaginer plein de choses comme ça. Ouais, et du coup, mais comment tu alimentes l'ampoule, machin? Donc, est-ce que tu mets une pile? Mais il y aurait des mises en scène de ouf à faire, tu vois. Il y a plein d'idées. Il n'y aurait pas assez d'éclipses. Ça, c'est de la scénographie, quoi. Ouais, mais c'est génial. Tu peux faire des photos. Hein. Donc, j'essaye pour chaque éclipse d'apporter quelque chose de différent. Voilà. Donc, j'ai des idées pour celle de 2026, celle d'après. Mais c'est génial. Le thème est vaste, quoi. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que autant les aurores, c'est quand même plutôt connu. Je veux dire. C'est largement photographié. Plus accessible. Pour autant, c'est quand même réservé. Voilà. Alors, sauf quand il y a des aurores dans nos latitudes. Voilà. Mais sinon, c'est plus exclusif. Mais c'est vrai que l'éclipse, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Alors, pour avoir vécu en termes de rareté, plein de belles choses, les éruptions volcaniques. Ouais, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion, voilà. Déjà, vivre vos rêves, c'est une chose, mais les éruptions, ça a été pareil, des beaux moments. Les aurores, c'est toujours des beaux moments. Et j'aurais content d'en vivre, mais les éclipses, en termes de sensations, d'intensité, c'est quelque chose, je le mets au-dessus de tout. C'est le Saint Graal. Mais tu comprends à ce moment-là que tu es relié à quelque chose de plus grand. Mais vraiment, littéralement, tu comprends qu'il y a la Lune, la Terre, parce que c'est un alignement, hein, c'est vraiment un effet d'optique, et le Soleil. Et tu dis, ok, on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, de plus grand mécanisme. Et c'est là où, bon, j'en avais déjà conscience, mais vraiment de le vivre. Waouh! Ouais, c'est en termes d'émotion. Ah ouais, c'est incroyable. Même moi, je l'ai fait en photo pour revivre l'instant et le partager. Mais derrière, ne serait-ce que vivre une éclipse totale. Donc, si vous avez l'occasion en 2026, là. Et pour ceux qui veulent s'intéresser plus à la question et où aller, comment y aller, faut aller sur le site de Xavier Jubier. Voilà, qui est un peu une référence. Donc, c'est un chasseur d'éclipses, le mec. Et là aussi, le lien est en description dans. Ouais. Et donc, il explique il y a toutes les patterns, les lieux, les horaires. C'est hyper bien fait, son site. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah oui, non, c'est une bible. C'est. Ah oui. Non, mais c'est. Moi, je connaissais pas. Hein. C'est toi, qui me l'a appris. Ah non, c'est un calendrier. Il y a les Mayas, le truc. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, pour maintenant rentrer un petit peu plus dans le livre. Il y a, et ça on va en parler juste après, il y a forcément des choix qui ont été faits là-dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'un livre photo, ce n'est qu'une somme de choix. Parce que bon, tu as maintenant une je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais une photothèque qui depuis le temps quand même est fournie. La question c'est, déjà, avant même de rentrer dans le livre, comment t'es venue cette idée de se dire, bon, j'ai toutes ces photos, j'ai ma photothèque, tiens, ça y est, clac, je fais un livre. Genre, à quel moment, la genèse du projet, et c'est drôle parce que le livre, il s'appelle Chasseur de rêves. La genèse, voilà. Et de dire d'où c'est parti cette idée de faire un livre photo. Ouais, bonne question, mon cher Mathieu. Ouais. Non, mais je pense que c'est l'aboutissement pour tous les photographes. Un livre, c'est vraiment ce que tu as envie de transmettre. Enfin, moi, me concernant, je le vois comme ça, quelque chose que tu peux poser, que tu peux acheter, contrairement à une expo
où c'est plus contraignant. Donc c'est quand même un projet de longue date que j'avais depuis déjà, j'y pensais déjà en 2014 quand je suis rentré de Laponie. Et j'avais mis de côté parce que j'ai voyagé, créé, sans me soucier de comment j'allais mettre tout ça en forme. Et au détour justement de mon réinstallation en France, après plusieurs années de voyage, je me suis dit, ok, j'ai des images, est-ce qu'il serait pas temps de faire un livre? Et est-ce que j'ai de quoi faire un livre? Voilà. Et après est venue la question, ok, mais qu'est-ce que je mets dedans? Parce qu'on parle souvent de séries, et en fait, mon travail, c'est pas du tout en série. C'est-à-dire, j'ai photographié tout ce qui me motivait, tout ce qui me stimulait, et quel est le fil conducteur en tout ça. Et donc, j'ai pris toutes mes photos, j'ai mis à plat, et j'ai dit, ok, c'est quoi le lien entre tout ça? Il doit y avoir un lien quelque part, un lien caché, parce que j'ai pas fait ces photos. Et en fait, j'ai dit, ok, attends, mais ça, c'est marrant, ça me rappelle ça me rappelle ça. Et malgré moi, pendant toutes ces années, j'ai toujours cherché les mêmes lumières, les mêmes textures, les mêmes matières. Et une forme de résonance. Ouais, mais sans m'y attarder plus que ça. En fait, je suis toujours attiré par ce qui se fait sens. Je veux dire, j'ai photographié les sujets qui me plaisaient. Et sans raisonner en termes vraiment de série. Je me suis dit, ok, je vais faire X photos de ça ou X photos de ci. Et donc, en mettant tout à plat, j'ai vu que pour moi, il y avait des liens évidents entre mes photos, des fois entre les sujets, entre pays, entre matières. Et l'idée après, ça a été le challenge d'associer ça dans un livre. Donc en termes d'association d'images, donc des fois il y a des duos, des fois il y a des triptyques, et ça marche. Et alors c'est ça qui est très saisissant, c'est qu'en effet, tu l'as dit, beaucoup de photographes font des séries. Oui. Sur une thématique, sur un lieu, sur une ambiance, oui. sur un sujet en particulier. Tu l'as très bien dit aussi, toi, ça n'a pas été ton choix. Non. D'accord. Et c'est là où c'est ça, moi, qui m'a. Et c'est pour ça que je te dis, et on en a largement discuté avant, hein, mais oui. moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu as fait parce que moi, je suis. Bon, la série, pourquoi pas, mais moi, je suis un peu comme toi, c'est plus à l'instinct, on va dire. Et c'est vrai que il y a toujours une forme de résonance entre tes photos qui vont venir comme ça. C'est comme si elles discutaient ensemble. Oui. Moi, j'ai vu mais complètement. C'est que les photos, en fait, vous avez. Pour moi, c'est un peu comme, vous savez, comment ça s'appelle ça? Vous savez, le jeu là, avec la balle qui fait. Comment il s'appelle ce truc là où vous avez la balle qui part de l'autre côté, puis ça fait du ping-pong là. Ouais, j'ai pas la C'est le réponse. premier jeu vidéo, quoi. Mais ping-pong. Ouais, ben voilà, mais okay. c'est un peu ça. Serait Quoi. bon. Et donc, de là. C'est pour ça que c'était très intéressant. Et au départ, je reviens à ça, tu parlais notamment de. Alors, il y a de tout dans ton livre photo. Ah oui. Il y a des grands paysages. Pas de tout. Il y a de l'aurore, voilà. Mais moi, j'ai quand même relevé certaines de mes photos préférées. Et parmi tes photos qui m'ont vraiment marqué, il y a beaucoup de textures. Oui. Et moi, il y a un côté très onirique, je trouve, là-dedans. Ok. Où je trouve que c'est d'une poésie assez incroyable. Je vous en montre quelques-unes. Alors, page 10, voilà, ici. Donc, il y a cette photo que je te montre. Hein. Donc, voilà, moi, par exemple, la 10, elle me parle énormément. Pourquoi? Parce que je trouve le jeu de texture et de lumière, il y a une forme de fouillis organisée sur la texture. Non, mais que je trouve incroyable. Et surtout, là, on est sur des couleurs qui sont très complémentaires. Ouais. Où je trouve... En fait... ça paraît d'une banalité incroyable, mais on voit quand on regarde bien sur la photo, ça aussi qui est cool sur un livre, c'est qu'on peut vraiment. Détail. Voilà, oui. Exactement. Et là, on voit, je sais pas, c'est des bulles. Tu sais ce que c'est, Mathieu? C'est de la mousse. Mais je sais pas ce que c'est. Ben en fait, c'est Diamond Beach. C'est Diamond Beach, d'accord. Et donc là, c'est quoi? C'est au soleil couchant? Ouais, donc ces fameux blocs de glace donc je te parlais où j'ai eu passé X semaines. Donc là, c'est un bloc de glace. Alors, pas tous les blocs de glace. Il y a des blocs de glace en particulier. Je pense pour les personnes qui ont été sur place, elles voient les gars dont je parle. La plupart du temps, on va dire majoritairement, ils sont blancs, altérés. Ouais. Et de temps en temps, il y en a des bleus, des plus profonds. Et d'ailleurs, qui montrent que la glace est plus ancienne parce que, en fait, avec le temps, la glace est compressée et elle expulse l'oxygène. Et donc, elle devient un bleu translucide. Et donc, cette glace, elle prend la couleur ou la ambiante, donc la lumière ambiante. Et là, en l'occurrence, c'était un coucher de soleil. Et la glace est transpercée de part en part sur le côté. Et ce qu'on voit qui prend l'orange, c'est le reflet du coucher de soleil dans des cavités, dans de l'eau. Et donc, c'est là où je me posais la question. On voit sur le côté, là, il y a... En fait, c'est l'eau. Oui. C'est des bulles de l'eau qui étaient dessus. Oui. D'accord, ok. Qui est dessus, voilà, tout simplement. Mais c'est incroyable. Et c'est perturbant. La photo d'à côté, c'est une éruption volcanique. Oui. C'est incroyable. Mais moi, quand je vois la photo de gauche, elle me parle énormément. Oui. Voilà. Donc, mais c'est très subjectif. Hein. Elle me parle toutes, hein, mais c'est vrai que celle-là, moi, j'aime beaucoup parce que je te dis, ça fait très peinture. Oui. J'aime énormément. Une autre photo aussi. Alors là, il y a du volcan. Oui. Alors là, vous voyez, là, par exemple, là, ça fait. C'est incroyable parce que là, par exemple, sur cette photo là, on dirait un zèbre.
Ouais, mais tu sais ce que c'est? En plus, Mais c'est de la glace avec de l'herbe dessous. Ouais, c'est ce qu'on voit en bord de mer, souvent à marée basse, en Norvège notamment. Voilà. T'as des endroits où t'as un peu d'herbe, comme ça la marée monte et vient déposer des croûtes de glace et ça s'est zébré. Et donc c'est typiquement le genre de photo où c'est un spot que je suis déjà allé X fois, où ce jour-là il n'y avait pas de lumière, voilà. Et donc je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi, tu vois. Je regarde pas que le paysage, je regarde à mes pieds, et c'est intéressant. Et après, pour pas revenir sur les photos, les associations, chaque photo que je les estime aboutie, mais c'est le fait des associés qui les démultiplient leur force. Voilà. Vraiment. Oui, elle se répond. Ah oui. C'est, oui. ça se répond. Et c'est pour ça qu'il y a des photos que je n'ai pas pu mettre. Ouais. Et j'ai essayé dans tous Parce que les tu sens. savais pas trouver son binôme ou. Elle ne marchait pas. Ouais, des photos que je trouve pourtant abouties, mais elles ne marchent pas. Voilà. Donc là, page 16, donc là, il y a la photo de couverture, donc tu as intitulé, donc il y a un texte à côté, donc il y a la photo qui est à gauche, et puis le texte qui est à droite, hein, donc à nouveau, je vous montre. Et donc, en titre, tu as mis, donc, I meet. J'ai rencontré le créateur. Ouais. J'ai rencontré le créateur Ah et c'est très intéressant parce que derrière, donc il y a ce texte qui vient faire le récit de ce que tu nous racontes. Oui. Et c'est très intéressant parce que sur certaines de tes photos, comme ça, tu as décidé de mettre un texte pour accompagner la photo. Ouais, parce que là, pour le coup, je pense que c'est pertinent sur certaines images qu'il y a une histoire. Parce qu'il y a un engagement, une vision, il y a une anecdote à raconter. Il y en aurait d'autres un peu plus à faire, mais j'ai quand même voulu, ça vient ponctuer en fait le livre, en fait, de temps en temps, voilà, l'aérer, et pas juste que ça soit des doubles pages qu'on tourne les unes après les autres. Donc on a voulu avec la graphiste, comme de temps en temps, et mettre du texte et mettre des panoramiques pour venir ponctuer ces associations, et ça marche bien. Et voilà, j'avais envie aussi d'écrire sur certaines images qui me paraissent importantes de mon travail. Ça fait un peu, je dirais, comme une respiration. Oui. Dans le sens où ça fait un endroit où on se pose, exactement. Et d'un coup, on fait un point de focus sur un point de focal comme ça sur une photo. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir du texte parce que voilà, c'est pour ça que quand tu parlais au départ de tes carnets que tu prépares, c'est intéressant et c'est quelque chose, je pense, en photo qui est parfois un peu négligé. Oui. Après, il y a non, mais il y a des tas de photographes qui le font. Mais ce que je veux dire, c'est que carnet de voyage, tu vois, là, bon, après les gens découvriront par eux-mêmes, mais il y a plein de photos que j'ai faites. Voilà, j'étais à un endroit, les conditions étaient cool, la lumière était cool, mais il n'y a pas une technique particulière, il n'y a pas une vision particulière, c'est une bonne photo, voilà, c'est une bonne photo, ça fait un peu bon chasseur, tu vois. Ouais, bien sûr, voilà, bien sûr. Et, mais d'autres où vraiment, il y a derrière une vision d'aller chercher cette image ou des conditions particulières, une histoire et là, ouais, moi j'ai envie d'en expliquer plus, comme peut-être qu'il y aurait des personnes qui ont envie d'en savoir plus, peut-être même déjà qu'il y aurait des personnes qui m'ont eu faire remarque. Ils auraient eu aimé, pour le coup, que sous les photos, alors je l'ai mis à la fin sur un glossaire, où étaient prises les photos. Alors j'ai pas marqué le lieu exact parce qu'il y a des endroits, des fois, c'est improbable. C'est juste des coordonnées GPS. Mais voilà, les gens aiment bien des fois savoir où c'est. Pour en avoir sur les coulisses, bien sûr. Carrément. Même s'il y a des photos là, la plupart, c'est quand même des lieux. C'est ça qui est marrant d'ailleurs avec les photos intimistes. C'est que justement, comme tu n'as pas d'éléments de comparaison ou d'éléments de repère, tu sais pas où c'était fait. Alors qu'il y a plein de photos là, c'était fait d'un endroit où il y a nombre de photographes qui ont dû passer déjà et repasser, tu vois. Et des fois, c'est marrant de dire oh, putain, je suis passé à côté, j'ai pas vu ça. Ouais, mais alors là, on en revient au truc primaire de la photographie, c'est l'œil. C'est génial. Non, mais c'est ça, c'est de se dire, tu mets un même spot, tu mets 10 photographes, t'as des photos complètement différentes. Et c'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, à l'heure d'Instagram, de machin, des réseaux sociaux, les gens sont quand même assez normés dans leurs photos par rapport aussi à ce qu'ils voient. Reproduire. Là, voilà. Alors que là, c'est vrai que, typiquement, je reprends la photo un peu zébrée là. Oui. C'est de base, on passe. La plupart des gens passeraient à côté. Mais c'est juste le fait de baisser. Et alors, il y a des. Alors, je vous parle de chaque photo. Moi, il y a aussi beaucoup de photos sur lesquelles je me suis beaucoup reconnu. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de photos donc, en bord de mer, sur des textures de mer, sur du sable, sur de l'eau, et c'est des trucs que moi, je retrouve chez moi sur la Côte d'Opale. Sur lesquels je me dis mais oui, exactement. Et donc ça, moi, tu vois, c'est dans ma pratique photo, il y a des choses que je retrouve énormément et où je me suis dit bah oui, ça c'est en fait quand tu connais bien le bord de mer, tu sais que une plage c'est une peinture. Oui. Le sable, c'est une peinture. Les marées, la météo, et l'avantage d'une plage, c'est qu'à chaque marée, ça renouvelle. La peinture est nouvelle. Voilà. Tu réeffaces tout et tu repars à zéro le terrain de jeu. Tu sais, c'est comme les trucs pour les enfants là avec le sable. Vous effacez le tableau. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Alors, il y a une autre photo, page 84. Alors, celle-là, je la trouve d'une puissance. Donc, c'est cette photo-là. Donc, je te la montre. Oui. Cette photo-là, je la trouve d'une puissance
terrible. Moi, si je devais, je l'appellerais le chaos. Ok. Mais c'est un chaos que je trouve fort parce qu'en fait, par exemple, sur cette photo, alors elle a été prise où? Des typhos. Des typhos. Ok. Islande. C'est la Voilà. plus grosse cascade d'Islande. Ouais. Et donc, typiquement, c'est la cascade est incroyable. Hein. T'as un espèce de flux, t'as les embruns là, de la cascade qui sont. Et bon, une fois que t'as fait le photo au grand angle, genre pareil, qu'est-ce que je Ah ouais, cherchais? qu'est-ce que Et là, c'est tu vois ça. ce jus. Et c'est marrant parce que des fois, je m'aperçois qu'il y a des photos que j'ai faites. Et la même année, tu vois des photos passer dans des concours ou ailleurs. Et le mec, il a eu la même idée que moi, tu vois. Ouais. Et même Pierre, des fois, Pierre, on est ensemble sur un spot, on fait des photos et on se retrouve à la fin de la session. Putain, mec, Ouais, tu il y a comprends. vraiment des nuances, voilà. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que là, par exemple, cette photo, il y a une sensation de. Déjà, je trouve qu'il y a une réponse au niveau des couleurs, avec Oui. vraiment l'eau qui est plus chaude Oui. et cette brume là, Ouais. les nuages là qui sont plus froids et où il y a tout qui se répond en fait. Mais je trouve que C'est la puissance. Voilà, Ouais. c'est très puissant. Mais arriver à retranscrire cette puissance, Oui. l'émotion qu'on dit de retranscrire en photo une émotion, et c'est le challenge, c'est la base de la photo. Totalement. Mais quand tu y arrives, t'as gagné. Ah oui, bah, Ouais. typiquement, C'est pas tu vois, évident. quand j'ai vu la photo, Ouais. et en plus, ce qui est bien, c'est pour ça que j'aime beaucoup les photos au téléobjectif, Oui. notamment, c'est que, de fait, autant au grand angle, on peut très vite identifier un lieu, autant au téléobjectif, c'est ça qui est Et c'est intéressant. ça, justement. C'est de se questionner. S'il y a C'est toute où une phase. Ouais, exactement. Voilà. Ouais. Et tu vois, je me posais la question de savoir. C'est où? Parce que j'ai pas regardé. Ouais. J'ai pas regardé Mais voilà. pour savoir. Mais là, il y a des spots, ça, c'est l'Islande aussi. Voilà, alors, juste la photo, page 101, Oula. c'est peut-être parce que Oui. il y a plein de photos qui sont vraiment incroyables. Enfin, franchement, tout le livre, il est magnifique. Mais alors, celle-là, moi, quand je l'ai vue, je vous assure, moi, j'avais l'impression d'être dans de l'impressionnisme total. Mais d'ailleurs, tu connais le nom de la photo que comment... Non, j'ai pas regardé. Je l'appelais Vincent. Voilà, ben ça et vous voyez là, c'était, je n'aurais pas su justement, c'est très pictural Oui. et C'est ça qui est génial avec mais les photos. non mais c'est qu'en fait là Texture. quand je regarde cette photo, il y a c'est de la glace, Oui. donc c'est de la glace Et dessous, et qu'est-ce qu'il y a dessous? c'est du sable volcanique. C'est du sable volcanique, voilà. Voilà. Et donc c'est un patchwork multicolore. Il faut imaginer, la scène, elle est grande comme ça. Ouais, donc c'est Alors, en fait, c'est grand comme ça. Ouais. je suis à Diamond Beach. Ouais. Donc là, encore une fois, c'était pendant la session où j'ai passé 3 semaines pendant le Covid. Donc, il faut savoir, j'ai fait Diamond Beach tout seul pendant 3 semaines pendant le Covid. En fait, ça, c'était incroyable. Ça a été le plus beau moment de ma vie de photographe. Et on a fait un voyage en Islande avec Pierre. Et là, je me décide à passer 3 semaines parce que je n'ai pas envie de rentrer vu ce qui se passait en France. Et donc, j'ai posé le camping-car à Diamond Beach pendant 3 semaines. Et donc, tous les jours, je regardais Donc là, t'as vu les phoques tous les jours, hein les phoques, les glaçons. Et j'avais tous les glaçons pour moi tout seul. Il faut imaginer Diamond Beach tout seul, tout seul. Ouais. matin au soir. Ah parce que t'as les phoques à Entre autres, mais Parce que là tous les matins. ouais, mais là j'ai surtout les fois que je les ai dans le lagon, moi je regardais le bloc de glace Ah, et bien donc sûr. tous les jours j'allais sur la plage et je sélectionnais les blocs qui me plaisaient et j'y passais des heures. Alors, Parce que là celle-là, mais elle est d'une poésie. et donc il cette faut imaginer, photo. ouais non, c'est une scène, donc tu as un bloc de glace, même le sable là volcanique, parce que quand on zoome vraiment, le sable il est coloré par endroits. Tu vois, il y a des teintes et tout. Après ça a été polarisé, j'ai un peu retravaillé la couleur. Et ce qu'on voit là, il faut imaginer une plaque de glace, et t'as l'eau en fait qui s'est écoulée, qui a érodé la glace, mais ça dure quelques dizaines de minutes parce qu'après la glace fond, il disparaît. Et donc j'ai une scène comme ça qui est très macro. Et c'est vrai que quand on regarde vraiment, on voit des petits grains. Mais oui, on voit, c'est du sable. Voilà, c'est le sable. Ouais. Non mais c'est incroyable. Et Parce que c'est fou, des fois t'as des tourbillons, on pourrait presque voir des mini mouvements de marée. Enfin c'est oui, puis derrière, c'est ça, c'est qu'en fait on a du mal à voir l'échelle. Oui. Mais c'est ça qui est génial, c'est que voilà. c'est que en fait cette photo, elle pose beaucoup de questions. Voilà, Moi j'aime bien les photos qui me font poser beaucoup de questions. Et c'est ça que la glace notamment, j'adore parce que tu peux justement perdre le spectateur dans ton image. Les photos de texture en général, dire ok c'est où, c'est quoi, mais c'est quoi, pourquoi, est-ce que ça se lit comme ça ou est-ce que ça se lit comme ça? Parce que c'est des photos aussi, selon comment tu les retournes, le sens de lecture oui, peut totalement. impacter la force de l'image. Et c'est vrai que et tu vois c'est pour ça il y a il y a des photos très variées. Hein. Il y a du grand angle. Là. Tu vois par exemple là, donc Lost in Pace, c'est Voilà. le DC3 qui est connu. Alors ça c'était ma plus grosse soirée d'aurore in my life. En Islande, c'était incroyable. Du coucher au lever de soleil, j'ai chassé les aurores. KP8, enfin ce que vous avez eu il y a quelques semaines là, ouais. mais en mode en Islande avec beau temps, et j'ai écumé tous les spots de la côte islandaise au sud. Là. On a puis à l'échelle du nu, ouais, Ah oui, mais j'ai surtout tout seul. Et donc cette carcasse qui est aujourd'hui un peu saccagée d'ailleurs. Il y a eu. Oui, bah maintenant Voilà. t'as des parkings, enfin t'as les gens ils y vont, t'as même des bus qui amènent les gens. Voilà. Mais c'est calé ça, non?
Comment? Ça, c'est calé. Ah mais alors, je sais pas si c'est calé, mais alors justement, ça, vous voyez, typiquement... Non, mais c'est une plage où t'as été, toi. Donc ça, alors, non mais Oui. ça, typiquement, Oui. donc, sur cette photo, C'est une plage, oui. ça, typiquement, vous voyez, moi, c'est des choses parle. que j'aime photographier. Et on dirait vraiment des arbres, Oui. une forêt Oui. avec- Posé sur un. posée au bord, Tout parti. voilà, comme une falaise, et on devine comme des arbres qui sont penchés. Et c'est juste l'eau en se retirant qui a Qui a créé ces dessiné. patterns. Voilà, c'est Ouais. ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'adore quand je vais au Cap Blanc-Nez, au Cap Griné, sur toutes ces plages là qui sont à côté de chez moi. Et typiquement, alors elle était prise où cette photo? Flagstad. Flagstad, ok. Voilà. Et c'est une plage qui est assez connue pour ça, notamment. Ouais. Il y a ce sable blanc et noir qui vient se mélanger. Et pareil, ça doit être une journée où, une fois que tu as fait la photo grand angle, tu regardes ce qui se passe au sol, tu observes et tout. Et encore, ça, c'est une première photo. Ça date de 2014-2015. Mm. Tu vois, à l'époque, j'avais pas forcément. Ouais, mais la matos. photo, elle raconte, Oui, déjà. raconte quelque chose. Mais c'est une photo, d'ailleurs, que j'avais mis dans mon entre guillemets, catalogue et j'ai jamais prêté plus d'attention que ça. Et c'est quand j'ai décidé de faire ce livre, j'ai dit, OK, avec quoi elle correspond? Et elle correspond hyper bien avec cette photo d'Éthiopie, où tu as cet arbre perdu, isolé. Oui, puis même en termes à chaque fois de teinte, de température, oui. Il y a tout qui se répond. Et en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, on a des choses qui sont très macro, qui répondent à des photos de paysages plus larges. Alors macro, au sens macro, dans le sens large, oui. Colossal. Donc il y a toujours... mais c'est un choix qui, de fait, est plus atypique par rapport à ce que tu disais aux séries, etc. Mais quand on parcourt le livre, c'est vrai que de suite, vous avez toujours des choses qui se répondent. Et tout au long, on a un fil conducteur. Sur le livre, il y a beaucoup de choses qui sont aussi très épurées, beaucoup de paysages très épurés, des formes, oui. des jeux de couleurs. J'adore les contrastes. Voilà, les contrastes. Les couleurs, moi je suis très, pour qualifier mon travail, il y a l'aspect thématique, photo, paysage et texture. Mais c'est vrai que j'adore les contrastes et les jeux de lumière en fait. Et pour ça que, d'ailleurs, on peut même, si on observe bien le livre, voir ma différence de traitement entre le début et la fin. Tu vois, il y a des endroits où il y a des photos qui sont plus contrastées, plus colorées qu'à la fin où je vais être plus soft. Ouais, voilà. Et en mon effet, traitement a évolué au gré des années aussi. Voilà, ma pratique. Donc, et on le voit au fur et à mesure où mais ça, je pense qu'on y est tous passé dans notre vie de photographe. Ouais. Mais c'est vrai que on a des traitements qui sont un petit peu différents. Oui. Mais finalement, je saurais pas dire ce que... Ah ouais, les premières et les... Ouais, non, mais je pense sur certaines photos si, mais... C'est plus flagrant. Mais ce que je veux dire, c'est que au global, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur ce livre, c'est la variété des photos qu'il y a et le fait de pas être cantonné justement à une série. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui à nouveau me plaît beaucoup. Et je te le dis, alors, il y a des photos de paysages qui sont incroyables, mais ce qui m'a le plus plu vraiment sont les textures. Variété. Ah oui, la texture. La variété déjà, mais les textures... Là, je suis fan à 2000%. Ouais, t'étais déjà convaincu avant même alors. Ah oui, mais non, mais je veux dire, c'est juste que c'est quelque chose qui, sur le paysage, je trouve ça génial et que d'avoir des textures qui, des fois, répondent à des grands paysages. Oui. Je trouve que c'est un choix qui est intéressant et voilà. Ça vient compléter. Justement, quand tu fais la photo de paysage, tôt ou tard, tu viens à cette pratique. Et moi, je te dis, cette pratique, elle est venue parce que j'ai eu ce 24-105. Avant, j'avais le 16-35. Après, j'avais aussi à côté le 70-200. Mais entre, j'avais pas... Oui, on va dire plutôt des focales extrêmes. Ouais. Et quand j'ai eu ce couteau suisse, en plus, qui permet une mise au point assez proche, j'ai dit, mais attends, mais c'est marrant. Et du coup, tu redécouvres des spots. Voilà. Du coup, j'en reviens à mon propos de tout à l'heure en disant, mais là, à l'époque, j'étais limité par le matos. Et là, en fait, je m'en ai même pas compte. Et parce que j'en éprouve pas l'intérêt. Et puis au moment où je me suis dit, OK, est-ce que j'ai testé? Je me dis, en fait, c'est génial, si. Et là, je dis, mais aujourd'hui, l'optique est vissée dessus le 50% du temps, 24-105, après j'ai le 100-400 aussi. Et le 16-35, d'ailleurs, je m'en sors quasiment plus. Ouais, parce que la pratique photo. Ah ouais. Donc, et alors, du coup, donc il y a, comme on l'a dit, il y a vraiment beaucoup de photos très différentes. Pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, avec le recul, parce que c'est ton premier livre photo. C'est le tout premier. C'est ton tout premier. Si les personnes donc, qui nous regardent ou qui nous écoutent seraient intéressées par la construction personnelle d'un livre, quelles seraient, selon toi, avec ton recul, les étapes à suivre pour construire un livre photo? C'est-à-dire, toi, par exemple, et après on parlera du des aléas, etc. Mais de dire quelles ont été, toi, les étapes que tu as suivies dans la construction de ton livre photo. Déjà, en éprouver le besoin.
parce que il y a des personnes, des photographes qui vont le faire au bout de quelques années, d'autres plus ou moins longtemps. Moi, c'est au bout de 10 ans, tu vois, j'ai eu cette idée en 2014, mais c'était pas assez mûri. Et donc, c'est revenu sur la table, voilà. Et j'ai éprouvé, je dis, OK, là, j'ai assez de matière consistante, qualitative. Parce que, bon, voilà, je me suis dit, OK, là, je suis prêt. Et à partir de ce moment-là, je suis encadré et épaulé par une graphiste. Parce que je pense que c'est essentiel, parce que tout ce qui est normes éditoriales, d'imprimerie, chacun son boulot. Donc, elle est venue m'aider à texturer, à encadrer tout ça. Et puis, pas hésiter voilà, les étapes, pas hésiter à en parler autour de soi. Voilà. Je vois comment les gens répondent aussi, notamment le nombre de pages ou le tarif ou les photos, montrer quelques ébauches à des proches. Oui, pour avoir des conseils, des retours. Ouais, ou un avis. Alors, c'est délicat parce que quand tu demandes à des proches, ils sont pas forcément objectifs, tu vois. Donc, moi, j'avais montré quelques. Bien mon piqué, c'est super. Ah ouais, continue. Merci comme ça. Ouais, salut. Ouais, on est d'accord. Donc, j'ai demandé carrément, j'ai montré des maquettes à des participants au voyage, et il y avait déjà un intérêt. Tu vois, est-ce que le prix, est-ce que le nombre de pages, voilà, c'est des gens qui consomment des livres, qui en achètent, et donc autant s'adresser aux personnes concernées. Donc, et après, voilà, prendre le temps. Moi, j'ai pris le temps, j'ai mis 1 an pour faire la maquette. 1 an. Et entre le moment où vraiment on a commencé à travailler dessus avec la graphiste et le moment où c'est sorti de l'imprimerie, quoi. Voilà, j'ai laissé le temps, j'ai pas précipité, il y a eu des allers-retours entre le nombre de pages, le format. J'étais en librairie aussi, c'est tout. Mais on n'en a pas parlé, mais le format, pourquoi j'ai pris du 30 par 30 C'est que pour mon travail photo, où il y a du panoramique et des photos verticales, je peux les mettre. Si j'ai pris un format paysage, mes photos verticales auraient été moins évidentes. Oui, parce qu'en plus, là, il y a certaines photos qui sont vraiment panoramiques et qui sont en double page. Oui. Et l'avantage, c'est que là, tu peux vraiment les mettre. Voilà, et les apprécier. Ça sert bien. Oui, Voilà. parce que les photos verticales, c'est quelque chose. Moi, je dis souvent quand je fais des stages avec des stagiaires, beaucoup de gens, quand ils font du paysage, c'est format paysage horizontal. Oui. Moi, je dis souvent aux gens aussi, des fois, mais basculer votre appareil photo, parce qu'il y a des scènes, notamment quand vous avez des premiers plans, qui s'y prêtent vraiment dynamique, bien. Ouais. C'est beaucoup plus dynamique, et vous avez des scènes qui, d'un point de vue structure-composition, sont plus verticales que horizontales. Il ne faut pas se bloquer là-dessus. C'est vrai que dans le choix éditorial qui est le tien, le format carré permet ça. Voilà, c'est un peu le format couteau suisse qui te permet et de mettre du vertical, et du paysage et du panoramique. Donc, oui, donc se questionner notamment sur le format du livre. Ah oui, c'est important. Donc alors en plus c'est marrant parce que c'est un photographe animalier qui m'a inspiré le format. C'est Vincent Munier. Non, attends, j'étais dans une librairie, je prends tous les livres qui passaient, des différents formats, de paysages, machin, et là je rate ça. Et il avait fait de la photo de paysage à une époque, peut-être qu'il en fait encore, mais beaucoup moins. Et je regardais son livre et je dis, ah c'est marrant, il a mis ça. C'est quoi ce format? Ok, 30 par 30 et tout. Ok, je prends. Et j'avais vu les autres formats, et par rapport à mon travail, j'ai vu que c'est ce qui correspond. Ouais, et puis après, la maquette est venue confirmer ça. Parce que justement, la maquette vient confirmer ou invalider. Parce qu'il y a l'imaginer, te dire, et puis après, une fois que tu l'as sous un format numérique, tu dis, ok, comment ça rend? Est-ce que ça fait sens, tu vois? Donc, les étapes là, puis après, il y a eu le choix d'imprimeur aussi. Ça, c'était un peu long aussi. Où est-ce que je vais? À quel prix? Donc, pour information, tu t'es imprimé chez qui? Chira. Voilà, ils sont à Saint-Just-le-Pendu. Saint-Just-le-Pendu. Ah ouais, alors c'est le bled est perdu. Comme ça, dit au demeurant, l'imprimerie n'est pas connue, mais elle manque à être connue. Parce que c'est un très gros truc, et moi j'étais très bien accompagné. Donc, ils ne sont pas connus auprès des photographes. On parle souvent de. Il y a l'imprimerie Escroubiac dans le sud. Moi, à un temps donné, j'avais pensé à eux. Et il y a une autre imprimerie dans le nord-est qui s'appelle Simon. Voilà, mais qui font. C'est plus de l'artisanat. Et le prix s'en ressent, mais la qualité est différente aussi. Et je suis parti chez Chira aussi parce qu'ils sont à 1 heure de chez moi. Et donc, pour suivre le processus et les validations, et en cas de pépin, notamment ce qui m'arrivait. Oui, il y a cet accompagnement local. Ah ouais, alors les pépins, on va en parler. Merci. On va en parler. Les pépins, ouais. Non, mais c'est très intéressant parce que derrière, c'est comme pour tout, c'est comme pour une photo, on voit le résultat final, mais souvent on voit pas ce qu'il y a derrière. Et là, en l'occurrence, un livre photo, c'est X photos, mais c'est beaucoup de galères. De fait, alors, donc, après, c'est très personnel, forcément, la structure. Mais, donc, on l'a dit, c'est ton tout premier livre photo. Oui. Avec le recul maintenant, parce que c'est le premier, mais sûrement pas le dernier. J'espère bien. Quels ont été, pour toi, avec le recul, et pour les personnes à nouveau qui nous regardent et qui nous écoutent, si tu devais faire un retour d'expérience, quelles ont été les bonnes surprises et les mauvaises surprises? Alors, on va commencer par le positif. Quelles ont été les choses où, finalement, tu as été surpris positivement durant la réalisation de ce livre?
Le rendu final, clairement, en fait, je m'attendais pas. J'en suis même venu à me dire si j'exposerais pas à terme mes photos dans ce type de papier. Ça m'a tellement bluffé là. C'est quoi comme papier? Semi-couché, attends, non, mi-mat. C'est papier couché, mi-mat, 170 grammes. Donc c'est assez classique comme papier. Oui, mais très, très beau toucher. Ouais, voilà. Très beau Et en fait, moi, c'est un. Parce que je me dis. Parce que le choix du papier, pareil, c'est un. Ah, c'est fondamental. Puis savoir, un papier, c'est pas un écran, hein. Ça réfléchit la lumière, ça la diffuse pas. Voilà. Et au départ, j'étais parti sur un papier d'art. Parce que je voyais que des collègues le faisaient sur des papiers d'art et que c'était bien. Et finalement, c'est un livre photo issu d'un concours photo qui s'appelle Natural Landscape. C'est pour moi un des concours qui fait référence. Ils font après chaque concours une bible de toutes les photos et leur papier est fait là-dessus. Et j'ai dit, en fait, non, le rendu me convient. Et le choix du papier, donc il y a le rendu, il y a aussi une histoire d'ouverture à plat. Quand tu prends un papier d'art, il est plus épais et il va peut-être ton livre va être moins évident au niveau de la reliure parce qu'il est plus épais. Donc, il est plus rigide. Voilà. Et donc, c'est moins évident à ouvrir à plat. Donc, ça, il faut en tenir compte. Et après, il y a une histoire aussi de coût. Le papier, comme ça, entre guillemets, classique, il est moins coûteux qu'un papier d'art. Voilà, tout ça mis bout à bout. Et puis, en fait, il y a des fois ce qu'on veut faire. Et puis, des fois, les imprimeurs, ils sont limités techniquement. Clairement, moi, j'aurais voulu un livre qui soit encore plus à plat, vraiment à plat, à plat. Et voilà, j'ai pas trouvé. Donc, ça me convenait. Mais j'ai fait avec. Voilà, c'était la limite acceptable pour moi. Donc là, déjà, première chose, première bonne surprise, c'est le rendu. Ah ouais, incroyable. Et qui te satisfait. Oui, non, mais c'est... Je suis bluffé parce qu'il y a les voir sur l'écran, il y a les voir après, on fait les Epson, les tests. Mais quand j'ai vu sortir les carnets, j'ai fait, c'est incroyable. Je vois les défauts, notamment les photos de texture là, où tu vois le détail dans la glace, dans le sable et tout. Je fais putain, mais les gars qui sont à la machine, là, les caleurs, là, ils font ça toute la journée, donc ils voient passer des carnets, des photos. Et je dis, mais les gars, je retrouve mes photos là. Et le papier, j'ai dit, mais moi, ça m'influencer dans ma pratique et le choix du papier à long terme. Voilà, donc ça, c'était la bonne surprise. Bonne surprise, oui, la TVA. Tu vois, c'était au départ, en fait, quand j'ai fait mon devis, bon, là, je parle un peu numéraire, mais je pensais que j'avais payé 20%. En fait, quand tu fais un livre, c'est une TVA à 5,5. Oui, parce que c'est le monde de l'édition. Oui, mais je savais pas. J'ai essayé un devis à X milliers d'euros. Et en fait, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était 20%, tu vois. Et en fait, non. Donc, mine de rien, sur un budget comme le mien, c'est quand même 1500 euros de moins, tu vois. Oui, parce que ça, alors les sous-sous, on va en parler après. Ouais, les sous-sous. On va en parler après. Les sous-sous. Et non, mais c'est quand même très important. Puis voilà. ça fait partie de l'expérience. En bonne surprise. Après, il n'y a pas eu tu peux pas trop avoir de surprise dans l'absolu parce que normalement, justement, c'est un projet où c'est cadrer bien sûr. De surprise dans les deux sens, bonne ou mauvaise. C'est rare que si tu as des surprises dans un sens ou dans l'autre, c'est qu'il y a un truc. Bon. Mais bon, il y a quand même eu des surprises. On va plutôt parler d'aléas. Oui, d'aléas. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, je dirais pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises surprises. Ouais, bien sûr. Il y a des surprises. Après, la vie, merci les aurores. Mais alors, de fait, on va parler d'aléas plutôt. Oui. Tu as rencontré certains aléas durant la réalisation de ce livre et certains qui un seul en particulier. Voilà. Et il y a eu un aléa un peu majeur. Ouais, même gros, qui est rare, c'est qu'on a imprimé des. Donc, il faut expliquer qu'en fait, à la base, une fois que tu as graphiste, ou toi-même d'ailleurs, réalisé la maquette, ensuite tu la convertis. Donc, tu convertis ton fichier en CMGN au format de l'imprimeur. Et cette maquette-là, en fait, c'est le rendu que tu auras en sortie d'impression. Donc, c'est un rendu même numérique, mais tu vois déjà à quoi tu rentres. Donc, j'avais eu cette maquette-là, j'avais émis des doutes, moi, sur certaines photos d'Aurore en particulier, à ma graphiste. Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas, Nico, c'est normal, quand on convertit, tu as une perte de données, donc une perte de qualité. J'ai dit, ok, mais moi, je trouvais ça bizarre. Et le jour de l'impression des carnets, donc il faut imaginer donc, des grandes feuilles où dessus tu as l'équivalent de 16 pages de mémoire, ou 8 ou 16, bref. Et donc tu as plusieurs photos, et je voyais mes photos d'Aurore, elles sortaient, mais je disais, il y a un problème là. Et au niveau de la couleur des aurores. La colorimétrie, du rendu, il y avait un problème sur les aurores. Et le premier carnet sort, donc je dis ok. Et le deuxième carnet arrive, et j'ai dit, non, là, un problème. Et je voyais d'autres carnets qui arrivaient avec des photos d'aurore. Et je me dis, mais attends, ça va pas. Et pourtant, j'avais validé en amont la maquette parce qu'on avait aussi fait des Epson. Donc, les Epson, ils prennent, comme son nom l'indique, une imprimante Epson qui va se rapprocher du rendu imprimerie. Voilà, et je voyais le rendu, j'étais, bon, ok, non, mais c'est des photos d'aurore. J'ai donné 4 phototypes et le rendu était bon. Et en fait, le problème que j'ai eu s'est révélé que sur certaines photos d'aurore, pas toutes. Et en fait, quand j'ai vu le problème apparaître, moi, j'ai compris qu'il allait se reproduire sur la plupart des photos d'aurore. Et donc, on a stoppé la production.
littéralement. J'ai dit, les gars, on arrête tout. Sauf que t'arrêtes pas ton imprimante. Ah, c'est pas la petite impression à la maison. Ah non, t'as la machine qui sort 1500 pages au quart d'heure, et puis t'as des frais de calage, tu bloques du personnel, tu bloques une production, quoi. Oui, c'est une chaîne. Ah oui, tu bloques, oui. Et j'ai dit, non, mais là, on va reprendre un temps et on va réfléchir et trouver une solution. Et en fait, la solution, ça a été simple. J'ai repris, moi, le soir même, dans l'après-midi, jusqu'au soir, toutes mes photos d'aurore, j'ai tout retraité jusqu'à minuit, parce qu'il y avait un problème. Et donc, il y avait la conversion du fichier en lui-même. Comme moi, j'ai appris ça, mais il y a une conversion du CMGN où tu fais dans ton RVB en CMGN, il y a du relatif et du perceptif. Perceptif. Ouais. Donc ça joue sur le rendu. Et après, en amont, il y avait un traitement où justement, mon traitement des années 80, on va dire 2014, était pas le même que les dernières années. C'est pour ça qu'il y a des photos d'aurore où ça peut aller, parce que mon traitement était récent. Mais mes premières photos d'aurore, quand j'ai traité, j'y allais trop fort. Et du coup, ça crée... parce que c'est ça le problème sur pour expliquer aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est le problème sur la conversion quand on imprime, c'est que quand on travaille en numérique sur nos écrans, on travaille en RVB, oui, parce que c'est de la synthèse additive sur les écrans, on projette la lumière. Là où en impression, c'est de la synthèse soustractive, donc en CMJN, où là on est sur Comment? J'ai à tes souhaits, parce que c'est vrai que c'est du pour... Non, mais c'est technique, tout ça. Voilà, c'est technique, et c'est vrai que ça, c'est lié à l'impression. Mais c'est que de fait, la particularité, c'est que les imprimantes ont une richesse de teintes qui est très large, mais par contre, on a donc un espace colorimétrique qui est plus restreint et énorme. Où on a une perte sur les teintes les plus saturées, on perd beaucoup. Et quand on fait cette étape de conversion qui est obligatoire, sinon, très mauvaise surprise, mais on est obligé de passer de l'addition à la soustraction et de réduire cet espace colorimétrique, et de fait, sur les teintes les plus saturées, ça va, et c'est là où c'est le choix de ce que tu dis sur l'épreuvage, soit en perceptif ou en relatif, c'est de savoir, est-ce qu'on va ramener les couleurs qui sont les plus saturées sur les bornes du CMJN, ou est-ce on décale l'ensemble des couleurs, et là, de fait, ça désature l'ensemble de l'image. Et en fonction du choix qu'on fait, ça a une incidence majeure, mais par exemple, sur les aurores, c'est tellement saturé une aurore. Mais en fait, les techniciens m'ont expliqué que, alors, les aurores, c'est un cas particulier parce que ça vient chercher les limites techniques de l'impression. C'est-à-dire que les coloris, le vert, le violet, le rouge, c'est des trucs qu'ils n'aiment pas. Enfin, l'imprimerie, quel que soit l'imprimeur, ça n'aime pas. Et rajouter à ça un traitement un peu aléatoire, et vous vous retrouvez avec des photos d'aurore sur mes carnets, on pourra le montrer tout à l'heure, où c'était dégueulasse. Sauf que, je me dis, mais alors, les gens vont peut-être poser la question et personne s'en est rendu compte. Parce qu'il y a la graphiste, il y a l'imprimerie. Et en fait, non. Les gens, en fait, qui m'accompagnaient n'avaient jamais vu d'aurore. Donc pour eux, c'était le rendu que doit être une aurore. Ah, ok. Et j'ai dit non. Enfin, moi, ça me convenait pas. En tout cas, après, c'est peut-être que des gens qui ont déjà vu même des aurores pourraient leur convenir. Moi, c'était pas le rendu que je voulais avoir. Et j'ai dit, j'ai pris le parti, de stopper. Donc, c'est un coût, ça. C'est un coût. Alors, c'est un coût. C'est un coût. Moi, personnellement, alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de reproduire les carnets que j'estime défectueux. Donc, c'est-à-dire que tu prends 1500 pages et poubelle. Parce que c'est ça, tu as 1500. Oui, un carnet, c'est en fait la page où tu as toutes ces photos. Claque, poubelle. Donc déjà, ça fait mal au cœur parce que tu as un minimum de conscience écologique. Tu te dis, ok, tout ce papier, moi, ça me faisait un crève-cœur. Oui, c'est poubelle direct. Poubelle. C'est recyclage. Oui, non, mais bon, c'est quelque chose qui ne sera jamais utilisé. Revaloriser différemment. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'utilisation finale dans l'immédiat. Voilà. Et après, il y a des coûts de calage, j'appelle ça des coûts de calage, qui sont des frais fixes, où tu bloques des techniciens, tu bloques une ligne de production. Voilà. Et donc, moi, pour imprimer les deux carnets défectueux et recaler tout ça, j'en ai eu pour 3000 €. Voilà. Non, moindre. 3000 €. Donc, c'est le prix d'un. TTC. Voilà, TTC, clac. C'est le prix d'un boîtier. Ouais, alors, alors, en fait, c'est ça qui est délicat. Il faut s'imaginer, tu es sur ta ligne de production, le jour où, en plus, c'est normalement une étape qui est censée être, comment dire, ça doit être smoothie, tu vois. Genre, le jour où tu viens caler, genre, tu fais des selfies, tu rigoles avec tout le monde, tu bois des coups, parce que tout est calé. Voilà, tu vas vérifier à la marge. Et là, quand on te dit non, moi, je voyais le truc sortir, je dis non, mais là, on dit merde, quoi. Et surtout, de devoir faire les allers-retours 2 fois. Je suis revenu le mardi, donc ça, c'était le lundi, le mardi, mercredi, pour finaliser ça, quoi. Donc, j'ai dit, moi, dans le rendu du livre, et ce que je voulais léguer, je ne pouvais pas accepter ça. Si j'avais fait, donc, ok, honnêtement, ça aurait pu passer.
Et je me suis dit non, moi, je vais y penser. Il y a des gens qui vont le voir et qui vont me faire la remarque et moi, non, je peux pas. Oui, puis je veux dire, toi-même, tu te dis T'aimes le travail accompli. Voilà, c'est ça, c'est que c'est ton travail et du coup, tu as envie qu'il soit à ton image. Exactement. Donc, je peux pas me permettre de laisser ça, quoi. Et puis, on est tombé dans un espèce de vide technique où. Ben, c'est un angle mort un peu. Ah, mais et donc, voilà, si ça vous arrive, le conseil, il y a vérifier, si vous avez un doute sur la maquette, et 3 fois, même la maquette, de faire du coup l'imprimer des Epson, parce que moi je l'ai pas fait, j'ai fait imprimer des Epson, mais pas forcément sur les photos qui posaient problème, c'était des photos, d'autres photos du carnet, je pensais que ça faisait office de référence, en fait non. Donc du coup, quand vous avez un doute sur le fichier là, la maquette que vous fournissez ou vos graphistes ou l'imprimerie, parce que les deux sont aptes à faire ça, la conversion, ben faites des Epson et voyez le rendu. Le Epson en général est révélateur. Si le Epson est bon, a priori, votre carnet sera bon. Ouais, et là, on la conversion dans Photoshop. Voilà. Bon, après, il y a vraiment un truc qui est vraiment spécifique aux aurores, où là, c'est parce que. Oui, c'est un cas assez particulier. Limite technique. Le reste, j'ai pas eu de surprise sur le carnet. J'étais même, je te dis, surpris du rendu. On a eu quelques ajustements. Les caleurs sont tellement bons qu'en amont, une fois que tu as validé la maquette, les mecs ont fait des ajustements, mais ça à la marge. C'est du. Tu vois, c'est du... Oui, c'est du technicien. C'est incroyable. Ouais, bien sûr. C'est incroyable. C'est à savoir faire. Et voilà, chacun son boulot. On arrive doucement vers la fin. On était dans la volée un peu financier. Oui. Question comme ça, pif, paf, pouf, cash. Un livre photo comme le tien, alors je donne le prix aux personnes qui sont là. Tu vends ton livre au prix de 54 €. Oui. Ce qui est un prix, somme toute, on va dire, moyen. Ça commence à être le haut du panier. Oui, c'est le haut du panier, mais je pour un beau livre photo qui est richement rempli, c'est un prix qui est, à mon sens, dans la norme, autour de 50-60 €. Ouais. C'est pas quelque chose qui est rare, entre guillemets. Non, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on peut dire, voilà, oui, c'est un peu cher, machin. Mais derrière, moi, la question aussi, c'est, on voit ce que ça coûte, on voit pas, toi, combien ça te coûte. Combien ça coûte au global de faire un livre photo. Et là, je parle comme pour toi, où tu... Ah oui. Je veux dire... Il y a l'aspect purement matériel, voilà. De papier, de maquette et tout. Moi, j'en suis sur ce livre-là, parce que ça, c'est l'aspect matériel. Après, tu as l'aspect immatériel. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais, l'aspect matériel, le livre m'a coûté, entre la maquette et la production, les aléas et tout, j'en suis dans les, je crois, 17 000 €. 18, quelque chose près. Parce qu'après, il y a aussi l'emballage, mais encore, ça, c'est différent. Mais vraiment, l'aspect création et voilà, il y a l'aléa. Et l'aspect immatériel, bon, ben voilà, c'est mes dizaines de voyages, partir au bout du monde. Ah oui, parce que ces photos, elles se sont pas faites toutes seules. Hein. Et voilà, et ça, en fait, tu peux pas vendre un livre photo. D'ailleurs, je sais pas, enfin, en tout cas, mon livre ne couvrira jamais les frais ou ce que j'ai engagé pour aller chasser telle ou telle photo ou tel rêve. C'est impossible. Je sais pas s'il y a des photographes qui le font, ils disent ok, j'ai un budget de temps et je vais faire un voyage et je vais faire mon livre en correspondance avec ce budget. Mais quand tu prends le temps passé, ou les aléas, ou les impondérables, les déconvenus, le matériel cassé, c'est pareil, tu mets tout en liste. Ce livre, je le vendrai. Alors, soit tu en fais des milliers d'exemplaires que tu vends, ok, c'est cool. Soit comme moi, je vais en faire quelques centaines, voire idéalement le nombre que j'ai édité, et j'arrive à tout vendre et je rentrerai un peu d'argent, mais ça couvrira jamais l'aspect immatériel. Voilà. C'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas à travers un projet comme ça que tu as une rentabilité financière. Pas encore. Ça, c'est du long terme. Là, c'est un truc que le livre, j'espère écouler sur 2-3 ans. Par rapport aussi, c'est toute proportion gardée par rapport au nombre d'exemplaires que j'ai édité. J'en ai fait 1500 et que j'espère écouler sur 2-3 ans. Voilà. Et d'ailleurs, je le dis, les amis, vous retrouvez le lien directement en description sur mon site. Et pour acquérir le magnifique livre de Nicolas et puis soutenir son travail aussi, bien évidemment. Dernière question avant d'arriver à la conclusion. Si c'était à refaire pour un prochain livre, qu'est-ce que tu ferais différemment? Rien. Rien? Pourquoi? Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas appris ça. Moi, tu sais, j'ai un peu le mantra du président sud-africain là. Soit j'apprends, soit je gagne. Tu vois, donc tout ce qui m'est arrivé là va me servir à un moment ou d'autre dans mon process plus tard pour un autre livre ou autre. Donc et peut-être que si j'avais pas eu là, j'aurais eu plus tard. Oui, bien sûr. De toute façon, comme moi j'aime bien dire ça, je dis souvent à Laura, elle rigole, mais je lui dis on est la somme de nos expériences. Voilà. Mais c'est ça. Oui. Dans la vie, il n'y a pas que des succès ou des échecs, il y a des succès et des expériences, des apprentissages. Exactement. Donc moi là, je suis. Alors au moins à l'instant T,
C'est pas le plus agréable de dire ouais, j'ai mis ça, j'ai une perte ici, j'ai ça. Mais pour moi, je le passe en perte et profit, ça fait partie du projet. Comme un voyage. Voilà, la création d'un livre, c'est comme un voyage, c'est un autre voyage. Et donc, du coup, dans un voyage, eh ben, il y a des galères, quoi. Il y a des impondérables et des déconvenus. Mais c'est ce que tu vas garder, justement. C'est ce qui donne la valeur au projet aussi. À dire, OK, il y a eu cet impondérable, mais je l'ai surmonté et j'étais au bout du truc. Parce qu'à un moment, il y avait arrivé des trucs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, fuck, je mets en stand-by et je verrai plus tard. Ou non, moi, je vais au bout du truc. Quoi qu'il en coûte. Moi, j'ai su une démarche de quoi qu'il en coûte. Un peu comme Manu. Tu m'écoutes, Manu? Je pourrais être président, tu vois. Non. Gouvernement. Ouais, attends, déjà, il y a François, on va voir combien de temps il tient. Mais bon, bref. Non, mais quoi qu'il en coûte, ouais, je vais au bout des choses. Je pense que c'est hyper important d'aller, quoi qu'il en coûte, c'est ça, d'aller au bout du rêve. Parce que de vivre avec ce goût d'inachevé, quel que soit d'ailleurs le rêve, il y avait des rêves photographiques, mais il y a un rêve de livre. Et de vraiment d'avoir le sentiment du devoir accompli, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le conseil que tu donnerais notamment aux personnes. D'aller au bout. D'aller au bout. Voilà. Parce quel que soit le temps, alors il y a une histoire de moyens, une histoire de temps. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas les moyens à l'instant T. Donc tu dis, OK, j'y reviendrai plus tard. Donc, et quand tu as idéalement les deux, mais d'aller au bout, de ne pas de limiter, quoi. De dire, OK... donc, faire les choses en entier. Ouais, et de prévoir une marge. Et puis, de toute façon, quel que soit ce que tu entreprennes, il y a toujours il y a toujours la déception parce que tu as trop imaginé le truc. Donc, tu as ce projet-là, tu vas au bout, et puis après, il y a des choses avec lesquelles tu agrémentes sur ton chemin, et puis il y a des rencontres. Donc, moi, il y a plein de choses qui me sont arrivées au-delà de mes voyages et sur ce livre que j'ai apprises. Voilà, mais si j'avais, donc, pour répondre à la question, non, je ferais pareil. Pas de regret. Alors là, j'ai envie de te dire, si tu n'as pas de regret, c'est de loin la plus belle. Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci Mathieu. Nicolas. On arrive à la fin de ce numéro de Parlons Photo, mais pas que. Déjà oui, déjà, ça passe vite. Alors, pour toutes les personnes, donc soit qui nous regardent ou qui nous écoutent, je vous mets bien évidemment donc en description le lien vers le livre de Nicolas, également toutes les ressources dont nous avons parlé durant cet épisode. Là, c'est pareil, vous avez toutes les ressources. Si jamais vous avez des questions sur le livre, sur ton travail de photographe, etc., les amis, mettez directement en commentaire vos questions. Par ailleurs, je vous mets les réseaux sociaux, le site de Nicolas également pour découvrir son travail. Et puis, si vous voulez échanger avec lui aussi également, si vous voulez poser directement les questions, et comme ça, tu pourras y répondre. Et puis, en attendant, un grand merci à toi parce merci, Mathieu. T'es venu de Clermont exprès sur ma belle côte d'Opale. Donc, magnifique. Alors, bon, voilà, la météo est pas, c'est pas ça. On est en décembre. L'accueil est chaleureux. Mais en tout cas, un tout grand merci d'être venu jusqu'ici. Ça a été un plaisir de parler de ton livre photo. Et en attendant, les amis, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro. Merci à tous et à tous.